Johnny Gaktaja Doan Ogli Karam War Kyovar Arjen Shakraw Guguahataj Sanspergo Min Relko Yadwich Folcha, eh oui, ça veut dire bonjour et bienvenue en gaélique, parce qu'aujourd'hui, chers auditeurs, on fait un spécial Irlande pour la Saint-Patrick, et j'espère que vous avez pris de la bière et que vous êtes habillés en vert, parce que sinon je crois que ça porte malheur, ou en tout cas il y a une super chronique que Manon a faite vers laquelle je vais vous reporter directement. Et pour aujourd'hui, j'ai justement Manon avec nous encore une fois pour l'Irlande. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Ben ouais, ça va. Alors moi je porte toujours pas de verre présente pour aujourd'hui, par l'Irlande. contre j'ai une tourtelle de couleur verte dans la main avec saveur menthe, donc j'imagine que ça compte. Je ne sais pas, j'espère. Bon, c'est vert, ça va. Après, est-ce que les Irlandais s'offusqueraient pas un petit peu que tu sois en train de boire une tourtelle à la menthe? Je ne sais pas. Potentiellement, c'est possible. Est-ce que tu offenses pas un peu les dieux? Peut-être. C'est une possibilité. Mais quelqu'un qui n'offense certainement pas les dieux, c'est bel et bien Nicolas qui nous fait l'honneur de sa présence. Comment ça va, Nico? Et bonsoir à tous et bonne Saint-Patrick. Donc moi aussi j'ai une petite bière avec moi. Malheureusement c'est une bière locale et l'étiquette est orange, mais il y a un petit label agriculture biologique qui est vert. Donc on va dire que ça compte un peu. Et puis le orange, c'est la deuxième couleur du drapeau irlandais quand même. Donc du coup, ça passe. Voilà, je pense que ça passe. Et je suis également en présentiel puisque j'ai avec moi Benjamin et Raphaël juste en face de moi sur un canapé à manger de la brioche. Vous n'êtes pas habillés en vert, mais c'est pas très grave parce que vous êtes respectivement en bleu et en un peu marron. Et peut-être que si on vous mélange, ça fera une sorte de vert. Ouais, moi j'ai une excuse, je suis daltonien. Oh, ah oui, Voilà. ça, j'avoue que c'est une très belle excuse. Moi j'ai une excuse, je suis pas daltonien. L'humour par l'absurde. Tout à fait. C'est anglais, c'est pas irlandais, je sais pas si ça a marché du coup. Mais on sait jamais. Et on a peut-être avec nous Mika qui va arriver d'ici quelques instants. Bonjour. Bonjour, Vous dire Mika. ça. Je suis là. Pas de souci. Du coup, moi j'aimerais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous aimez dans l'Irlande? Si tant est que vous aimez l'Irlande. Les laits prochaines et le fait que ce soit une petite île, je vous avoue que j'y connais pas grand-chose, j'y ai jamais foutu les pieds. Raph et Ben, je vous ai forcé à être là ce soir, donc peut-être que vous n'avez rien à foutre de l'Irlande, ce qui est tout à fait possible. Mais qu'est-ce que vous en pensez tout du moins? Alors déjà, tout à fait. Je tiens à confirmer la version des faits de Marc. C'est-à-dire que ce soir j'avais des choses de prévues, mais je ne connais pas grand-chose de l'Irlande en fait. Nous sommes actuellement attachés au radiateur avec des menottes. À écouter Mais des chansons. attention, l'un de nous deux aime ça. Alors, comme je le disais, en fait, moi, pour ma part, je connais très peu l'Irlande, donc c'est une occasion de connaître et puis de se renseigner un petit peu sur ces paysages, sur les personnes, sur les mythes aussi. On en a parlé 2-3 fois un peu pendant des chroniques, que ce soit les tiennes ou celles de Jules, il me semble aussi de souvenir. Donc oui, toujours intéressé de savoir, mais très peu de connaissances dessus. Mais Et oui, toi, en plus, Ben tu sais là si ma mémoire est bonne pour mon podcast sur la Saint-Patrick en plus, Raph. Tout à fait. Et oui, c'est vrai, ça, ouais. C'est vrai. Comme tu dis, ça m'intéressait quand même d'avoir des trucs sur le folklore et puis votre avis à vous, hein, parce que en soi, il y a déjà eu des trucs sur l'Irlande, pas de hors-série spéciale, mais il y a déjà eu des trucs sur l'Irlande. Il y a eu quoi? C'est la Saint-Patrick? Et ben, il y a eu la Saint-Patrick. Il y a eu, j'ai fait un gros morceau sur la musique celtique de manière générale, mais c'est pas mal vrai. centré sur l'Irlande. Et puis honnêtement, dès que tu parles de folklore, féerie et de folklore voilà. européen, l'Irlande revient quand même assez régulièrement. Enfin, en tout cas, les îles britanniques reviennent assez régulièrement. Et toi, Ben, l'Irlande? Eh bien, l'Irlande, j'y ai vécu 4 mois quand j'avais Ah ouais? genre il y a longtemps, j'avais 19 ans. Putain, sérieux? 18, 19, je sais plus, peu importe. Ouais, j'ai passé 4 mois à Dublin, j'ai passé un très bon moment. Les Irlandais sont très sympas. Ouais, j'ai trouvé vachement sympa. Après, je les ai pas côtoyés autant que ce que j'aurais aimé parce que était pas mal entre nous, entre étudiants étrangers, en fait, ce qui était un peu con maintenant que j'y pense, mais bon, voilà, on se fréquentait tous plus ou moins les uns les autres, donc on n'était pas forcément toujours en contact avec des Irlandais, mais on n'est pas venu là pour parler de ça. L'Irlande en soi, j'en ai pas vu grand-chose. Je suis allé à Dublin, je suis allé à comment ça s'appelle, à Galway. Galway, ok. Je crois que je suis allé à Cork aussi, mais j'ai pas gardé de. Enfin, je me souviens surtout de Dublin en même temps. C'est là où j'ai passé. C'est ouf. Moi, j'ai un très bon souvenir de Dublin. Ah, moi, j'ai un souvenir. Oui, non. Là-bas, j'imagine. Oui, si, complètement. On a passé notre temps picolé, évidemment, mais
Enfin, évidemment, non, mais on a fait ça. Et le souvenir que j'ai, c'est que les transports en commun, c'était pas dingue hein, pour une capitale européenne. Ouais. Ouais, alors bon. C'est une petite ville après aussi. Oui, je sais pas maintenant, mais en tout cas, il y avait pas de métro. Je pense que c'est pas le cas non plus maintenant. Bon, ça à la limite, mais il y avait des bus et une ligne, je crois, de tram. Et alors, franchement, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que les transports en commun à 22h, 23h, c'était fini, quoi. Ah ouais. Ah putain, ouais, t'as intérêt à sortir. Bon, après, l'avantage, c'est qu'il doit y avoir des pubs sacrément partout. Donc tu peux Oui. sortir pas très loin de chez toi. Ouais, certes, mais quand t'habites un petit peu, moi j'étais dans une famille d'accueil un peu en périphérie de la ville. Bon, ça s'est bien goupillé parce qu'en fait on s'est rendu compte que on était un groupe de 4-5 personnes qui habitions tous plus ou moins sur une ligne en fait. Ouais. Et on prenait tout le temps le taxi ensemble et au final quand on divisait par 5 ça revenait à pas grand chose. Heureusement parce que sinon on aurait été obligé de partir de soirée à 22h tous les soirs quoi. Ça aurait été un peu triste. Ouais, Mais au-delà de ça, qui est le seul point négatif que j'ai gardé de l'Irlande, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est que tu parlais de la mentalité, c'est quoi? C'est une mentalité bienveillante Assez bienveillant, ouais, j'ai trouvé assez accueillant. Et toi, Marc, tu y es déjà allé? En Irlande, ouais, écoute, moi j'y suis déjà allé 2 fois en Irlande. D'ailleurs, quand j'étais au lycée, en camp d'été, et honnêtement, c'est moi qui avais choisi, c'est-à-dire que mon père m'avait laissé le choix entre partir dans un pays anglophone, et moi j'ai toujours kiffé l'Irlande, et je me suis dit, waouh, bah vas-y, c'est là-bas que je vais aller. Et c'est pour des trucs tout cons, hein, c'est vraiment juste, je vais faire redite avec la chronique sur la musique celtique, c'est que vraiment j'écoutais de la musique celtique quand j'étais gamin, et donc du coup de fait j'écoutais de la musique irlandaise, et du coup j'aimais bien l'Irlande. En plus j'aimais bien leur drapeau, parce que dedans il y a 2 de mes couleurs préférées de quand j'étais gamin, à savoir le vert et le orange. Donc pour moi il y avait tout pour moi dans ce pays. Bah, ça fait rêver, c'est clair, quand t'es Bah, quand c'est t'es clair. ado et tout. Ouais, moi je vous avoue que c'est le temps qui me fait pas rêver, mais sinon effectivement le reste m'attire beaucoup quoi. Ouais. Moi, je me rappelle en camp comme ça, j'étais parti en Cornouailles. J'avais pas eu le choix, mais c'était forcément dans un pays britannique aussi, enfin de langue anglaise. Sinon, je suis allé en Irlande, j'y suis allé qu'une seule fois. C'était pour l'anniversaire du coup enfin l'anniversaire, un mariage. Rien à voir avec un anniversaire, c'était un mariage. Et on avait vraiment profité. Genre, je me rappelle avoir fait du cheval sur la plage, ce genre Oh, de choses. c'est classe. Je me rappelle aussi de plein de moutons qui bloquaient des routes, ce genre de choses. Ouais, les moutons, il y en a partout. Ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, ils foutent des couleurs dessus, comme ça, ils les repèrent dans la pampa. Oui, c'est vrai. C'est un truc qui m'a marqué, le souvenir vient de popper. Toi, Mika, t'y es allé ou pas en Irlande? Non, je suis pas allé, c'est pour ça que du coup. Mais moi j'aimerais bien y foutre les pieds, ouais. C'est pas non plus un pays, une histoire qui me fascine plus que ça, Ouais. pour être honnête. Parce que, ouais, pas spécialement de fascination ou. Non, j'étais allé pour apprendre l'anglais en fait. Du coup, pourquoi t'as choisi l'Irlande plutôt que. Ou alors t'avais peut-être pas le choix, je sais pas, plutôt que j'en sais rien. Ça fait honnêtement, je m'en souviens plus. Hein. Ah ouais. T'avais fait juste une. Non, je sais pas, je me suis dit, l'Irlande ça peut être sympa. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. J'ai débarqué là-bas le 18 mars en plus, c'était génial. Le lendemain. Non. Grave. Tous défoncés. Et ben, moi, j'ai possible, je vous raconte pas. Et non, mais après, on s'est bien rattrapé. Ok. Et bah, merci beaucoup. Mais j'ai pas, enfin, je me suis un peu quand même intéressé à leur histoire, mais plus moderne, même Bah, tout ce voire qui est, quasi contemporaine du ouais, début ouais. 20e, de leur guerre d'indépendance, etc. C'est hyper intéressant tout ça. C'est pas mal intéressant, ouais. Il y a un film notamment que moi j'aime beaucoup, parce qu'on a parlé de ça, c'est Le vent se lève de Ken Loach, qui parle justement de toute la période de la guerre d'indépendance, ensuite de la guerre civile irlandaise. Et il est à pleurer, quoi. Moi, je crois que j'ai chialé devant. Il est très Ouais, il est triste. dur. Et je sais pas si tu l'as vu, toi, Nico, du coup? Ouais, oui, je l'avais vu, ouais. Ouais, moi, il m'a marqué ce film, quoi. Ça fait partie des films sur l'Irlande qui, en tout cas, m'ont vraiment marqué, je pense. Je les aime surtout dans leur esprit de résistance, en fait, ouais, contre leur esprit de résistance, en fait, tout court, quoi. Ces mecs, ils ont pris quand même vachement cher pendant très très longtemps. C'est clair. Et ils se sont pas laissés faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à admirer, quoi. Ouais. Ils ont résisté coûte que coûte à l'impérialisme britannique. Non, ouais, l'Irlande, c'est classe, quoi. C'est un endroit où je sais pas, j'aime juste bien, puis j'aime bien l'histoire, j'aime bien j'aime bien le pays, quoi. C'est fou, Ouais, hein, c'est clair. ça joue un peu, hein, mais c'est un truc qui, moi, m'a toujours fasciné, tu vois. Alors que pourtant, j'aime pas spécialement la bière, j'aime pas spécialement leur bouffe, mais voilà, juste le pays, je le trouve
Ouais, Je sais mais pas, c'est il y un a beau quelque pays. chose. Il y a quelque chose. Et même, je trouve, puisqu'on en parle, dans l'architecture, je trouve, médiévale irlandaise, il y a quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas, il y a Mais il y a un style il y a parce qu'au un final, style. ils Ouais. ont, enfin, je me rappelle plus vraiment l'histoire, je l'ai plus en tête, mais ils ont été indépendants et pendant un grand moment, je crois, il me semble. Bah oui, oui, et Ou alors il y a eu même plusieurs royaumes ou un truc comme ça. leur religion chrétienne était Oui, c'est ça, relativement ouais. indépendante de la C'est papauté. clair. Donc en fait, ils ont Ouais, développé ouais. leur propre style, comment dire ça, d'art religieux, très très en lien avec des choses qui devaient probablement exister avant. Ce qui fait C'est qu'il en clair. ressort quelque chose d'assez étrange et fascinant. Et je trouve ça Mmh. beau, honnêtement, quand je regarde juste des croix irlandaises, je trouve ça hyper Ouais. classe. Et il y a un film justement que j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est un film d'animation, mais vous l'avez sûrement connu, je pense. C'est un putain de petit film d'animation très sympa. Et justement OK. avec Brendan et le secret de Kells. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah c'est Et le secret de c'est un Kells. manuscrit ça? Et en fait, ouais, c'est ça, c'est un OK. manuscrit. Et c'est d'un jeune moine justement en Irlande qui va vivre des petites aventures, notamment vis-à-vis d'un manuscrit. Et l'animation est très très belle, en Ouais. tout cas dans mes souvenirs. Et il y a un côté très celtique justement dans tout ça. Si vous avez Amazon Prime, c'est disponible sur Amazon. Oui, d'accord, ok. Voilà. Je vois, Récemment, ouais. les mêmes animateurs ont Oui, sorti un film sur des loups qui était très ouais, sympa c'est aussi. ça, c'est sur l'enfant loup, ouais, un Ouais, truc comme ça. c'est ça, Ouais, ouais, exactement. effectivement. C'est pour ça que je me disais, les graphismes me disent quelque chose, c'est les mêmes animateurs qu'on fait. Ouais, je regarde Ok, ça. ok. Tout à fait. Pour ce qui est des paysages, pareil, ça va enchanté. Si, bah si, c'est beau, c'est très très beau. L'Irlande, c'est vert, c'est essentiellement rural. Ouais, mais c'est ça justement qui fascine un peu, c'est que c'est souvent très rural, quoi. Je crois que la population, elle est très faible, c'est 3 millions d'habitants, il me semble. C'est possible, ouais. C'est vraiment très peu. Je crois qu'il y en a la moitié qui vivent soit à Dublin, soit en périphérie de Dublin. Et donc, ça laisse beaucoup de place pour pas beaucoup de monde, Oui. en fait. Donc, tu as quelques grandes villes, quelques centres urbains, Cork, Dublin, etc. Mais au final, quand tu te balades, moi, je m'étais baladé en bus essentiellement. Et c'est vrai que tu as beaucoup d'étendues sauvages, entre guillemets. Et c'est beau, c'est magnifique. Enfin, les falaises qu'il y a à côté de Galway, elles sont incroyables. Non, il faut ça, c'est Au niveau des paysages, c'est très très beau. Et je me souviens qu'on avait eu, le climat là-bas, d'après ce que j'ai compris, il est très imprévisible. Oui, oui, c'est un peu comme la Bretagne. Ouais, c'est-à-dire que tu te lèves un matin, il fait super beau. Tu sors de chez toi, il fait super beau. Tu marches, allez, 5 minutes pour aller à l'abribus. Tu peux arriver à l'abribus, il pleut, tu vois. C'est Oui, c'est un cauchemar, Et, d'ailleurs. ouais, et nous, on a eu moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que les 3 premiers mois où j'y étais, il a fait super beau tout le temps. Ouais. Et le dernier mois, ça a été l'enfer, on comprenait pas, on n'était pas prêt du tout. Et en fait, du jour au lendemain, quoi, ça partait en live. Enfin, du jour au lendemain, de la minute à l'autre, en fait, n'importe quoi. C'est un truc qui m'a beaucoup surpris. J'ai pas l'habitude d'un climat comme ça qui change aussi vite. En même temps, t'es de l'Est de la France, donc chez nous, le climat, il est assez statique, quoi, mine de rien. C'est assez stable, ouais, c'est vrai. Une fois qu'il pleut, il pleut pendant une semaine, et puis après, pouf, il fait beau pendant. On a le temps de voir venir. On a le temps exactement, tout à fait, de voir venir les choses. Et je voulais rebondir sur ces histoires de paysages très rapidement. C'est vrai que les paysages de l'Irlande, ils fascinent de ouf. Et en ce moment, ça permet à l'Irlande d'avoir un ressort économique assez intéressant dans l'industrie du cinéma. Parce que ces derniers temps, tu as Oui. beaucoup de films qui vont tourner en Irlande. L'Irlande commence à être surnommée la Nouvelle-Zélande de l'Europe. Et tu as vraiment cette notion de venir filmer des choses là-bas parce qu'en fait, tu as des paysages qui sont tellement presque intacts d'une certaine manière que tu peux visuellement les travailler et en faire un peu ce que tu veux. Je crois que Game of Thrones avait établi d'ailleurs sa production en Irlande du Nord, par contre, pas dans la République irlandaise, mais. Je me rappelle aussi d'un autre truc sur l'Irlande qui m'avait marqué. Je sais pas si tu étais déjà allé à la frontière avec l'Irlande du Nord. Eh ben non, Ou, j'ai pas eu l'occasion, ouais. parce que moi, ça m'avait vraiment choqué. Je me rappelle, j'avais quoi? Ouais. J'avais 18 ans quand j'y étais allé en Irlande, donc ça remonte déjà un petit peu. Merde. Mais en fait, tu vois qu'il y a des traces de la guerre, en fait. Parce que Ouais. les postes de frontière ou même les postes de police, c'est des bases militaires, c'est des bunkers avec des barbelés, t'as des véhicules blindés et tout. C'est assez flippant. Alors que, à l'époque où j'étais allé, il y avait plus de Il y avait plus conflits grand-chose, quoi. armés. Ouais, il y Ouais. a plus grand chose. Mais tu vois qu'il y a des traces en fait qui restent et c'est assez choquant en fait de voir ça au milieu d'un pays qui est tout vert et tout beau. Ouais, et qui l'a pas été tant que ça pendant longtemps, hein, Ouais, ouais. honnêtement. Bah, je vais parler de pas mal de choses dans le quiz que j'ai fait, notamment Ouais, son histoire vis-à-vis de tout récente ça. Et son est très histoire dure, récente hein. est dure, c'est ça. Elle Mmh. est très, 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 très difficile, quoi. Et toi, Ben, t'as été en Irlande du Nord? Il y avait une sortie qui avait été organisée pour aller à Belfast, pour aller voir les chantiers.
Ouais. Enfin, les chantiers navaux. les chantiers navaux, ouais. J'ai toujours, quand je dis chantier navaux, j'ai toujours le truc, est-ce que ça s'accorde ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on me dit ça à chaque fois? À chaque fois, c'est un. C'est un chantier spatial, chantier spatiaux. Ah oui. Comme ça, tu n'auras plus un problème. Il y avait un truc qui était organisé pour aller voir les chantiers navaux, mais j'avoue que le patrimoine industriel, c'était pas trop ma came. Mais je pense que là, si c'était à refaire, j'irais, mais je suis pas sûr que je serais beaucoup plus enchanté. Ok, ça marche. Bah moi, j'ai jamais foutu les pieds en Irlande et je suis absolument fan de l'Irlande, donc c'est plutôt l'inverse du coup. Je sais que le jour où je fous les pieds, ça va être un C'est peut-être cauchemar. parce que tu as pas mis les pieds que t'aimes bien, en fait, justement. Ça, Je pense que j'idéalise beaucoup le truc, très honnêtement. Ouais. Mais en fait, tous les gens que je connais qui idéalisaient de malades et qui sont allés n'en sont revenus que plus enchantés. Donc, j'ai pas peur du tout d'être déçue. Et en fait, je devais y aller et on a été confinés, genre Ah merde, je crois, putain. 2 semaines après que j'ai pris mes billets. En fait, on a été confinés. Donc voilà, l'Irlande est une frustration. Et tu prendras ta revanche en 2022 ou en 2023, j'espère. Je prendrai carrément ma revanche, je l'espère, et j'espère faire le tour de l'Irlande. Pour le coup, on avait pensé à louer carrément un van ou un camping-car et à vraiment faire tout le tour pour justement profiter des paysages, mais aussi des villes et un petit peu de tout le folklore. J'adore l'histoire de l'Irlande. Moi, je trouve que, contrairement à Ben, j'adore vraiment toute l'histoire du pays. Je trouve ça trop cool et j'adore, comme tu disais, Ben, leur résistance en fait. C'est des gens qui sont tout le temps hyper joviaux, hyper de bonne humeur et putain, ils ont une histoire mais qui est hardcore et ils en ont trop chié et j'adore. En fait, c'est trop intéressant. J'admire beaucoup ce peuple. Faudrait que je me renseigne, parce que c'est vrai qu'avant le 19e, je connais vraiment rien quoi, sur l'Irlande. Ouais, c'est trop cool. La révolution. Bah, j'en doute pas, ouais. Il y a plein de trucs assez fascinants sur l'histoire de l'Irlande qu'on va pouvoir voir justement, chers auditeurs et chers intervenants, au cours de cette émission spéciale Saint-Patrick. Et je vous propose que Nico nous parle un petit peu de folklore, vraiment peut-être pourquoi pas d'histoire du folklore. Exactement, mon cher Marc, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler du folklore irlandais. Mais pas vraiment de son contenu. En fait, on va pas aborder les légendes ou les créatures magiques. Mon but, c'est plutôt de faire le point sur son histoire, sur comment il s'est constitué, et en résumé, pourquoi l'Irlande possède un tel folklore et d'où il vient. Donc l'Irlande, c'est un pays qui est inévitablement lié à une culture folklorique tout à fait reconnaissable, avec sa mythologie très riche, ses légendes, ses héros, ses celtes, ses créatures et ses contes mystérieux. On a aussi sa musique, ses danses, ses trèfles à 4 feuilles, ses léprechaunes, ses pulls en laine de mouton. Voilà, on a beaucoup de choses. Et en fait, on est assez capable de repérer facilement ce qui relève du folklore irlandais, tellement il semble accessible. Peut-être aussi un peu à cause des clichés, du marketing et de la pop culture. Donc je précise que je ne connaissais absolument rien à l'étude du folklore avant d'écrire cette chronique. D'habitude, c'est un champ que je laisse entre les mains de Marc et ses histoires aussi envoûtantes qu'étranges qui nous font parcourir le monde. Et en me penchant dessus, j'ai découvert un pan académique et de recherche entier, tout simplement fascinant à mi-chemin entre la littérature et l'ethnographie. Donc complètement néophyte, je risque de faire des erreurs et des approximations. Et par précaution, en fait, je vais citer les noms des experts sur lesquels je m'appuie. Comme ça, en plus, si ça vous intéresse, vous pourrez directement consulter leurs travaux. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de prendre du recul sur le folklore de l'Irlande et surtout d'aller à l'encontre de préjugés assez grossiers que j'en avais. Donc la situation insulaire de l'Irlande, son histoire et son isolement relatif ont participé à l'élaboration d'un ensemble de traditions populaires conséquents, le lore du peuple, comme l'indique l'étymologie du mot folklore, et en l'occurrence celui des Irlandais de langue gaélique. Parmi les traits les plus caractéristiques, il y a par exemple la croyance en des fées, les fairies en anglais, et qui désigne un ensemble bien plus large que nos fées à nous, qui ne sont qu'une partie de ce que recouvre le terme britannique. C'est davantage un ensemble de créatures surnaturelles, incluant des esprits, des êtres dotés de magie, qui ne sont ni bons ni mauvais, mais qui ont chacun leur caractère et caractéristiques, et qui peuvent apporter autant la chance que la malchance, la santé ou la maladie, enfin bref, le genre de créatures dont Marc aime bien parler. Oui. Et c'est souvent lié à de la superstition, à des contes qui traversent les générations par la tradition orale ou les mythes populaires. Leur origine se perd dans le temps et remonterait probablement aux croyances païennes de divinités de l'époque celte. Mais il faut garder en tête qu'il n'y a pas de chemin linéaire qui retrace le développement des fairies en Irlande et qu'on ne pourra jamais définir précisément leur origine. Car c'est bien ça en fait l'étude du folklore, c'est accepter qu'il y aura toujours une grande part d'incertitude sur un objet d'étude protéiforme qui évolue constamment avec le temps. Mais les croyances ne sont qu'une petite fraction du folklore irlandais qui concerne toute une partie de la culture immatérielle de ce pays.
On peut adjoindre plusieurs formes d'art, de musique, de danse, de chant, des festivités, des pratiques traditionnelles, par exemple d'artisanat, de cuisine, de médecine, et surtout une langue, le gaélique irlandais, qui est parlé sur l'île depuis le IVe siècle avant notre ère. Ce n'est donc pas un hasard si le gouvernement irlandais s'est saisi de cette spécificité de son patrimoine dès les années 1930 en fondant une institution officielle chargée de la collecte et de l'étude des traditions et du folklore, la Irish Folklore Commission, qui voit le jour en 1935. Depuis Prosper Mérimée en France au XIXe siècle, le patrimoine culturel et historique dans les pays européens est recensé pour mieux le sauvegarder et le préserver. L'Irlande, elle se dote d'un service de protection des monuments nationaux dès 1882 sous domination britannique, puis en 1930, soit 9 ans après son indépendance. Alors c'est là où on va commencer à parler gaélique. Donc c'est Seamus O'Dwyer, qui est diplômé d'études celtiques en 1926, qui fonde la Folklore of Ireland Society afin d'étendre la protection au patrimoine immatériel traditionnel irlandais. La société savante reçoit le soutien du gouvernement et devient une commission officielle à part entière ayant pour but de recenser, étudier, classifier et protéger le folklore irlandais. Son activité a duré jusqu'en 1971 où elle a quitté le giron gouvernemental pour rejoindre celui des études académiques et être intégrée au Department of Irish Folklore de l'University College de Dublin. Donc ces archives considérables sont depuis accessibles aux chercheurs et au public. Pour l'époque, ces méthodes sont plutôt révolutionnaires dans le traitement du folklore, avec une approche objective et scientifique et une collecte rigoureuse basée non seulement sur des écrits, mais aussi des enregistrements audio. Des procédures spécifiques sont développées pour des activités de recherche et de collecte intensives. Contrairement aux folkloristes du XIXe siècle, comme nous le verrons plus tard, les membres de la commission ne sont pas animés par des idéologies ou une vision romanesque du passé. Ils participent activement à l'élaboration d'une discipline moderne de recherche. Dès les années 40, la commission possède déjà une des collections les plus riches au monde. C'est un vrai modèle pour les folkloristes européens, et en particulier ceux des pays nordiques qui s'affairent à établir également la sauvegarde de leurs traditions populaires depuis le début du XXe siècle. Donc les raisons de son succès sont multiples. Pour le folkloriste norvégien Reidar Christiansen, elles sont doubles. Je le cite, « Nulle part ailleurs, l'ancienne tradition n'a été vivante aussi longtemps qu'en Irlande », en faisant référence à la tradition orale qui est véhiculée par la langue gaélique, et nulle part ailleurs, un tel effort n'a été fait pour sauvegarder ce qui est encore vivant. Donc si la commission a du succès à l'international, en Irlande dans les années 50, le gouvernement salue aussi sa proximité avec le milieu rural, qu'aucune autre institution culturelle n'était parvenue à établir à un tel niveau. Elle permet aux locuteurs gaéliques irlandais, de plus en plus minoritaires, de préserver et valoriser leur langue, et elle permet aussi à des personnes ordinaires et à des gens de la campagne de s'engager pleinement aux côtés des universitaires. La commission reçoit ainsi une large adhésion d'une part du milieu scientifique, mais surtout du grand public grâce à des articles de journaux ou des émissions radio régulières. Donc il s'agit d'une institution qui est unique en son genre pour l'époque. Aucun autre organisme d'État dans le monde n'était dévoué à la collecte et à l'étude du folklore. Pourtant, de nos jours, sa notoriété s'est quelque peu diluée. Ceux qui s'intéressent au folklore peuvent toujours profiter d'études de qualité et de la consultation de ces archives, mais l'histoire de cette commission a perdu son intérêt auprès du grand public. Donc la faute revient en partie à son créateur, Seamus O'Dwyer. Malheureusement, il a toujours refusé de former d'éventuels successeurs à ses méthodes, arguant qu'il n'aimait pas donner de cours. Donc c'est un peu dommage. Il avait aussi l'habitude de collaborer davantage avec des chercheurs étrangers, privant paradoxalement son champ d'études aux Irlandais eux-mêmes. Et les conséquences, elles sont encore visibles de nos jours. Par exemple, les papiers que j'ai consultés sur le folklore irlandais proviennent en grande partie de chercheurs et de revues spécialisées qui ne viennent pas d'Irlande ou même de pays anglophones. Et à ma grande surprise, on a par exemple des revues scientifiques de référence qui sont italiennes ou espagnoles, rédigées en langue anglaise et spécialisées sur le folklore irlandais. Je ne vais pas détailler le contenu ni le fonctionnement de la commission, parce que ce serait bien trop long, mais si ça vous intéresse, il est très facile de trouver en accès libre sur Internet le livre de Michael Briodi, qui est un chercheur qui s'est spécialisé sur le sujet. Donc personnellement, je n'ai pas eu le temps de lire l'entièreté des 540 pages de son livre The Irish Folklore Commission, History, Ideology, Methodology, mais son introduction et quelques passages m'ont quand même bien aidé. Quoi qu'il en soit, et pour une remise en contexte, tout cela jouait un rôle actif et fondateur dans la construction de l'identité culturelle irlandaise. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a acquis son indépendance relativement récemment, et pour s'émanciper de la domination culturelle britannique, le folklore a été un levier d'affirmation majeur. L'un des aspects de ce folklore irlandais, c'est l'héritage dit celte.
Donc, je reste assez prudent avec le terme, parce qu'à travers le temps, en fait, il n'a pas toujours désigné un ensemble de populations de l'âge du fer de langue celtique. Pour les Anglais, par exemple, ça a longtemps été un proche synonyme de barbare, connoté négativement pour désigner des peuples de l'archipel qui n'étaient pas anglais, comme les Irlandais ou les Écossais. Et en Irlande, la fascination pour les Celtes, elle remonte à très longtemps, elle remonte au Haut Moyen-Âge. À l'époque, il y a des auteurs qui évoquent par exemple des coutumes celtes dans leurs écrits, en y dépeignant une image assez peu flatteuse, teintée de sacrifices humains, qui au passage sont attestés par l'archéologie, et des pratiques païennes. En fait, il faut dire que le christianisme arrive assez tard en Irlande, vers le 5e siècle de notre ère, comme vous l'avez sûrement entendu dans la chronique de Saint Patrick de Manon. Et du coup, en fait, il n'y a jamais eu de présence romaine aussi avant, donc c'est pour ça que le christianisme est arrivé assez tard. Plus tard, à la fin du Moyen-Âge, l'image des Celtes, elle évolue. C'est là, par exemple, que se crée le cliché du druide en personnage sage et barbu avec une robe blanche, qui est calqué sur l'idéal du philosophe antique. Au XVIe siècle, l'Irlande, elle est colonisée par les Britanniques et son autonomie est perturbée, ses coutumes également, et le folklore qui est propre aux locuteurs gaéliques se retrouve fortement impacté. L'anglais devient définitivement la langue dominante, véhiculant également l'apport culturel britannique. Dans les années 1840, la Grande Famine s'abat sur l'Irlande et entraîne la mort et l'émigration d'un grand nombre de personnes ayant encore une culture gaélique, surtout dans la population rurale. Et à partir de là, la culture traditionnelle décline rapidement. La langue, la tradition orale et les coutumes folkloriques s'éteignent à mesure que l'industrialisation, la culture anglaise s'impose. Et sans culture gaélique, c'est toute une partie du folklore qui est vouée à disparaître. À l'époque, il y a des gens qui s'en rendent compte, comme dans les cercles intellectuels. On a par exemple William Wilde, le père d'Oscar Wilde, qui cite, c'est une traduction, ça va être assez approximatif. Donc, en l'état, avec le dépeuplement le plus terrible qu'aucun pays n'ait jamais connu, d'une part, et la propagation de l'éducation et l'introduction des chemins de fer, des collèges, des écoles industrielles et d'autres écoles d'enseignement d'autre part, avec la décadence rapide de nos annales bardiques irlandaises, des vestiges des rites païens et des reliques des contes féeriques encore préservés, est-ce que la superstition ou la croyance et les pratiques ancestrales peuvent encore continuer à exister ? Donc c'est une question qui est tout à fait légitime pour l'époque, et pour rappel, on est au cœur du mouvement romantique. Donc l'étude des peuples anciens n'en est qu'à ses balbutiements, et c'est dans les arts et les milieux savants que se développe l'image d'un passé glorieux et fantasmé, en contradiction avec un monde moderne qui est un peu en perte de repères et en dégénérescence. Donc même s'il y a un sous-texte très nationaliste, voire presque réactionnaire, et encore plus fort dans le contexte de l'Irlande de l'époque, ça va tout de même inciter de plus en plus de monde à s'intéresser au passé de l'île et à son folklore. L'avènement des disciplines comme l'histoire et l'archéologie, ou des mouvements artistiques et littéraires, permet aux Irlandais de renouer avec la culture de leur territoire et va de pair avec la volonté de sauvegarder la langue gaélique et de se constituer une identité nationale propre. C'est l'époque du nationalisme romantique, où les peuples d'Europe se vantent chacun d'une origine fastueuse et épique pour pouvoir s'affirmer en tant que nation et se différencier de ses voisins. Et ça, c'est très pratique quand votre voisin direct, c'est le surpuissant Empire britannique, parce que ça permet de lutter sur le plan culturel, à défaut d'espérer de pouvoir prendre un ascendant militaire, par exemple. En 1892, Douglas Hyde, qui est le futur premier président d'Irlande, souhaite effacer tout ce qui est étranger et les apports anglais à la culture irlandaise pour revenir à des racines dites celtes. Ce mouvement est appelé la celtomanie, où l'on pensait que la tradition orale était une fenêtre directe sur un passé celte, forcément merveilleux et héroïque, avec le défaut majeur que tout ce qui n'entrait pas dans cette grille de lecture était tout simplement mis de côté. Et là aussi, ça a fortement impacté le folklore qui, d'une origine populaire, s'est retrouvé glorifié, revisité et réinterprété par une frange de la population plus aisée et urbaine. Cela aboutit à une période appelée l'Irish Revival, où l'imaginaire des auteurs et des artistes s'empare du sujet jusqu'à créer de toutes pièces des récits pseudo-folkloriques dans un but de servir un genre littéraire ou des idéologies politiques nationalistes. Pour faire un parallèle à une moindre échelle, on a un exemple similaire en France avec le folklore breton, qui au XIXe siècle a été sorti de son contexte populaire, réinterprété et réinventé pour servir le mouvement celtomane régionaliste. Et en Irlande, ça devient un peu le ciment d'une nouvelle identité. Surtout qu'au début du XXe siècle, on a une période très troublée, avec notamment la guerre d'indépendance, la crise économique et surtout la relation de rivalité avec le Royaume-Uni et les luttes entre catholiques irlandais et protestants anglais, qui au passage durent depuis bien plus longtemps que ça. Donc tout ça, ça influence considérablement l'identité même de la culture irlandaise. L'héritage celte est plus que jamais utilisé dans un but de manipulation historique et politique,
Et encore une fois, ce sont les cultures rurales et populaires qui se retrouvent quelque part en danger. Donc avec ce passé sulfureux, on comprend mieux l'importance de la Irish Folklore Commission et les difficultés qu'elle a dû affronter. Faire preuve de méthode et de rigueur avec un tel héritage national, ça relève presque de l'exploit. Cependant, avec le recul, on peut tout de même émettre quelques réserves. La collecte, la transcription et la publication d'éléments issus de la tradition orale ont en quelque sorte figé et archivé le folklore irlandais. Pourtant, le folklore, c'est pas du tout quelque chose de figé, comme peut l'être un tableau, un livre ou une statue par exemple. Pour l'historienne Marina Warner, je cite, « Chaque récit d'un mythe fait partie de ce mythe. Il n'y a pas de version originale, pas de prototype authentique, pas de véritable modèle de base. » Et cela s'applique tout aussi bien au folklore, qui se mêle à la mythologie, selon Audrey Robitaille, qui est chercheuse en folklore et littérature, et qui a fait sa thèse sur les abductions par les fées dans le folklore irlandais. Donc, ce qui au passage est assez stylé quand même comme sujet de thèse. Et la chercheuse aussi Marianne Chokwi, qui est chercheuse en littérature de langue anglaise. Donc pour elles deux, le folklore, il est en recréation perpétuelle. Il existe en effet plusieurs variantes de récits folkloriques, beaucoup d'interprétations qui dépendent des circonstances de transmission, des personnes ou des lieux. Le folklore est un processus vivant aux multiples facettes qui a autant de formes que d'individus. L'influence mutuelle entre un corpus d'histoires du passé et leur version recréée individuellement par celles et ceux qui racontent ces histoires est fondamentale. C'est un lien qui est très complexe et qui nécessite de contextualiser au mieux en recueillant tout ce qui peut être en rapport avec l'époque de l'élément du folklore rapporté, l'individu qui en est à l'origine, son histoire, etc. Et ça en fait c'était un peu la méthode qu'utilisait la Irish Folklore Commission. Bien que certaines informations se perdent quand même en cours de route, comme l'intonation de la voix, la cadence de l'histoire ou la gestuelle qui accompagne par exemple. En gaélique irlandais, le mot, ça va être compliqué à prononcer. Allez, vas-y. On prend en toi. Biloidis. Ouais, en fait, c'est écrit B-E-A-L-O-I-D-E-A-S. Donc, je pense que c'est Biloidis. Biloidis. Le problème, c'est que des fois, c'est écrit des trucs et en fait, ça se prononce pas du tout comme c'est écrit. Boaloadis. Donc, ce mot, qui fait référence au folklore, signifie littéralement enseignement oral. Pour le folkloriste, ça va être compliqué aussi, Sean O'Swileybain, il inclut aussi, comme on l'a vu, les croyances populaires, les traditions et coutumes, les contes traditionnels, les légendes, les chants et tout type de transmission orale en fait. Il souligne aussi qu'il représente la continuation et la survie d'un mode de pensée ancien. Donc, d'un point de vue plus social et historique, le folklore est constitué d'un ensemble de croyances transmises à travers les générations. Ce sont des histoires, connaissances ou traditions communes qui sont partagées par une communauté donnée. Pour l'anthropologue Diarmuid O'Giollain, cela concerne aussi bien la culture rurale que urbaine. Il dit que le folklore est à la fois antimoderniste et conservateur et une contre-culture. Donc issu du passé mais bien ancré dans le présent, le folklore a tendance à évoluer encore à notre époque. Un processus folklorique pour l'expliquer est théorisé en une trentaine d'étapes par le folkloriste finnois Lauri Onko. Pour lui, c'est un procédé changeant, doté d'une dynamique propre, constitué d'une première vie dans laquelle le folklore fait partie intégrante d'une communauté en lien avec divers aspects culturels, puis se développe dans une seconde vie en apparaissant sous forme de recyclage dans un environnement et un contexte différents et sans forcément de lien avec le premier. Donc je le cite, ça peut être dans des références architecturales, des décors intérieurs, des ornementations personnelles comme des bijoux, des tatouages, des vêtements, dans des stratégies marketing, souvent liées à un savoir-faire ancestral, authentique ou un lien supposé avec la nature, mais aussi sur scène, dans la danse, la musique, dans les vitrines des musées ou les scénarios des dessins animés, livres ou films. Il fait désormais partie du paysage postmoderne, selon lui. Et ces exemples et cette explication, moi ça me parle pas mal parce que j'y retrouve un peu le genre de cliché que j'avais de base sur le folklore irlandais, à savoir plutôt sa version dans sa seconde vie. Il existe aussi d'autres modèles comme celui de l'anthropologue Richard Bauman qui inclut également l'impact et l'influence même des folkloristes et de l'étude du folklore dans son évolution. Donc une sorte de mise en abîme nécessaire qui souligne bien à quel point le folklore échappe aux normes standards pour sans cesse retrouver la sphère populaire. Et tout ça permet de voir que le folklore irlandais est encore bien vivant et à peu près à tous les niveaux culturels, aussi bien dans sa première vie, dans certains milieux ruraux reculés, comme en attestent les publications annuelles de l'University College de Dublin, que dans sa deuxième vie, avec des œuvres culturelles réinventées,
Par exemple, je sais pas, les Leprechaun avec des chapeaux verts ou le rock celtique. Une sorte de lien, en fait, finalement, entre la tradition et la modernité. Donc au final, il serait plutôt réducteur de dire que seule la christianisation face à la culture païenne, celte, a impacté le folklore dont les traditions orales en seraient des réminiscences. En fait, on constate que c'est plutôt n'importe quel bouleversement ou changement sociétal de grande ampleur, plus ou moins brutal, qui affecte le folklore, les croyances populaires et les traditions. Et ce depuis toujours, et très probablement même depuis avant les Celtes. Et en ça, l'exemple de l'Irlande, il est très parlant puisque son folklore est l'un des plus étudiés. Chaque modification globale du mode de vie des populations ayant une culture traditionnelle impacte ce folklore par des ajouts, des substitutions, des évolutions. Donc en plus de la christianisation, on a entre autres la colonisation anglaise, les grandes famines, le nationalisme, l'industrialisation, les guerres ou encore le capitalisme. Et en soi, c'est pas si choquant. C'est même normal puisque les sociétés humaines, elles sont elles-mêmes en constante évolution. Et le folklore, c'est tout sauf un objet culturel figé. Il ne possède pas un état originel, il se construit d'une multitude d'influences, s'adapte constamment et est exprimé par chacun à sa manière. Donc, j'avais aussi dans ma bibliographie un excellent article sur les festivals folkloriques celtiques au XXe siècle, écrit par Frédéric Armao, qui est maître de conférences et directeur de recherche en mythes et folklore irlandais, et sur l'influence du celtisme sur l'identité irlandaise. Mais par manque de temps et pour ne pas faire une chronique fleuve, je n'ai pu malheureusement le traiter aujourd'hui. Mais si vous cherchez par exemple sur Google Scholar Frédéric Armao, c'est un français en plus, vous pourrez trouver cet article qui est super intéressant. Donc pour conclure, quoi de mieux que la Saint-Patrick pour célébrer la culture irlandaise ? Si elle est aussi riche, c'est en grande partie grâce à ses apports traditionnels et à son folklore véhiculé par la langue gaélique et les nombreux folkloristes qui l'ont étudié. En continuant à séculariser les fêtes et à les ramener dans un contexte populaire, à vous les approprier, vous contribuez directement vous aussi à établir le folklore de notre époque. Eh ben, merci beaucoup, Nico. C'est hyper intéressant, comme toujours. Surtout en plus quand on parle de folklore. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'avais un peu parlé du folklore irlandais et breton, surtout au travers de la musique, justement, et de voir comment ça avait été réutilisé par les différents mouvements indépendantistes comme porte-étendard d'une certaine culture. Et c'est vraiment hyper intéressant, en tout cas. C'est clair, parce que tu vois que c'est assez malléable et manipulable, en fait, vu que Complètement. n'importe qui peut s'en emparer. Au final, ça peut prendre des formes extrêmement variées et au final, ça impacte aussi, enfin, c'est un truc sans fin. En tout cas, moi, Oui, c'est oui, un bien sûr. champ de recherche que je connaissais pas et enfin, ouais, quand j'ai vu le nombre d'articles et de revues qui existaient, Ah, mais c'est si vous êtes curieux, foncez. En plus, C'est un assez métier à accessible. part entière, un folkloriste, Clair. c'est assez fou, hein. Moi, j'en avais fait un peu, alors vite fait, parce que quand j'ai fait une L1 d'anthropologie sociale, et on avait quelques petits cours de folklore, et je trouvais ça déjà hyper intéressant. Et si j'avais choisi de partir vers l'anthropo plutôt que vers l'histoire et l'archéologie, je pense que j'aurais plutôt tourné mes recherches vers le folklore, parce que honnêtement, je trouve ça assez dingue comme matière, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mika. Bah, c'est vrai que moi, du coup, mon parcours, c'est beaucoup d'études entre guillemets des faits, parce que j'ai fait une licence d'histoire et de la médiation. Et c'est vrai qu'en fait, dans la médiation, il y a aussi le fait de raconter et de transmettre. Et en fait, c'est vrai qu'on t'apprend surtout comment dire, pas forcément à simplifier des choses, mais à les rendre acceptables. On va dire que du coup, pour que pas forcément le plus grand nombre, mais tu vas t'adapter à ton auditoire. Et c'est vrai que les contes et légendes et le folklore, ils participent grandement. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout étudié. Alors qu'en soi, quand tu fais des visites guidées, quand tu prépares justement du matériel de médiation, c'est des choses auxquelles tu as recours très fréquemment parce que c'est une mine déjà d'informations exceptionnelle et surtout, c'est une mine de simplification sans perdre l'essence de ce que tu veux dire. Enfin, je trouve, à titre personnel, que quand tu fais des références, quand tu fais des métaphores, c'est très facile de faire comprendre à des gens en utilisant du folklore. Alors, irlandais ou pas irlandais d'ailleurs. Je trouve qu'effectivement, je connaissais pas du tout cet aspect-là et je trouve ça assez cool. Ouais, moi aussi, je découvrais totalement et j'ai bien aimé, enfin, comme je vous ai dit, j'ai téléchargé des thèses aussi, j'ai pas tout lu, mais je me suis fait une bibliographie, je me suis dit: «Waouh, ça va être trop cool». Bah, après j'ai eu 10 jours pour faire la chronique, donc j'ai vraiment pas eu le temps de tout éplucher. Mais en tout cas, ouais, il y a de la matière et je pense que je me repencherai dessus, juste pour le plaisir, tu vois? Juste pour lire, encore pour moi. Ouais, bah c'est super cool en tout cas. Merci beaucoup pour cette chronique. Et c'est maintenant le moment de faire notre quiz. Notre quiz géographie et société sur l'Irlande. Indice à la maison. Vous êtes chaud? On va avoir 10 questions et on va voir qui est le plus fort en géographie et société. Oh là là. J'ai peur, j'ai tellement peur au secours.
Ah ouais. Alors, vous êtes prêts? Question numéro 1. Quel est le type de climat en Irlande? Top. Oui, Ben. Océanique. Océanique. Bien joué, Ben. J'allais dire C'est oui. l'enfer. Hein. Justement, t'en parlais tout à l'heure. Bah hein, oui, c'est vraiment le climat qui change tout le temps. Hein, Ah ouais, ça m'a marqué. Ouais. Ouais. Alors, deuxième question. Vous êtes d'accord que l'Irlande est une île? Du coup, combien de mers bordent l'Irlande? Oh. Top. Oui. Je dirais 3. Vas-y, donne-les. Sachant que quand je dis mer, je mets océan dedans aussi. Hein. Ah oui, voilà, c'est ce que je Mer, voulais savoir. Mer, océan. Ouais. Bah, océan Atlantique. Ouais. J'aurais la mer du Nord. Oui, mais je pense. C'est pas la mer du Nord, Non. c'est pas la Baltique non plus. C'est pas la Baltique non plus. Et il y a la mer, enfin le bras entre l'Angleterre et Tout à fait. l'Irlande, mais je sais plus le nom de la mer en question. Bah, ça, je peux le dire. Vas-y. Bah, c'est la mer C'est la d'Irlande. mer d'Irlande. Hein. Voilà. Ouais. effectivement. Et celle qui est au nord, par contre, c'est pas. Non, c'est Eh pas ben, là. elle est pas au nord, justement. En fait, C'est pas la Manche. vous avez C'est- l'Atlantique à l'ouest. Non, la nord. Manche, c'est trop loin. La mer d'Irlande à l'est, qui est donc un espèce de canal entre l'Irlande et l'Angleterre. Soit en passant, la mer d'Irlande est reliée à l'Atlantique par le canal du Nord, et la mer d'Irlande est reliée par le canal Saint-Georges au sud à une mer que l'on appelle la mer Celtique. Ah oui, je suis en train de Ah ouais. regarder la carte parce que. T'es en train de regarder la carte du coup? Ouais, parce que je suis en mode attends, c'est où exactement là? Effectivement. Ah oui. La mer Celtique, bah, tu vois, j'en avais jamais Moi, entendu j'en avais parler. jamais entendu parler non plus. Je ne connaissais pas l'existence de cette mer. Mer Celtique, c'est classe. Alors, question numéro 3. Est-ce que par hasard, vous connaissez le nom du point culminant de l'Irlande? Eh bien, non. Non, mais ça doit pas être bien haut. Non. T'as une approximation en mètres du Le coup? nom ou en nombre? Le Bah, nom et le nombre, allez, soyons Ah. fous. Moi, je dirais que c'est en dessous du kilomètre. Hein. Oui, parce Ouais. que c'est pas, genre, je crois que le truc le plus haut en Bretagne, c'est genre même pas 400 mètres d'altitude. Donc je dirais quelque chose dans ces eaux-là. Si c'est sur le même schéma. 400 pour Manon, toi tu dis en dessous de 1 km, genre dans Ouais. quoi. Ouais, je dirais dans les 900. Ouais. Toi, Raph, Bah, moi, je j'ai pas vraiment d'idée. l'idée précise. Sinon, je suivrais les gens, Qui connaissent. Manon et Ben, qui parlent de moins d'un kilomètre, mais après, Ok. je me dis qu'il y a quand même des belles falaises, donc je pense que ça doit être, ouais, je pense vers peut-être les 500 mètres, un peu plus. Eh bien, sachez que le point culminant de l'Irlande, c'est et excusez-moi pour ma prononciation, le Caron Tuo Hill, ou alors Coran Tuai Ai en gaélique, Ça coupe. qui est une montagne située dans le comté de Kerry. Elle a une altitude de 1038 mètres. Oh, la vache. Oh C'est le sommet central de la chaîne des MacGillicuddy Ricks, et donc le point culminant de l'Irlande. Et je viens d'avoir un vieux flashback, je crois que je l'ai fait quand j'étais en Irlande. Et honnêtement, c'est tout plat. Dans mes souvenirs, si c'est bien ce... Ouais, ça me dit absolument rien, mais ok, 1 km Mais t'étais 38. t'étais pas loin, hein, et t'es 900... t'étais vraiment Je suis vraiment surpris par contre que ce soit au-dessus. Mais tu vois, moi j'étais en Alors. mode, je suis restée sur le climat et la géographie de la Bretagne. Je suis en mode, pardon, c'est ça votre montagne? Nous, ça nous paraît tellement dérisoire, 1000 mètres. Alors, question numéro 4. Quel est le plus grand lac d'Irlande et combien fait-il de long et de large? Alors, moi, j'ai la réponse, mais du coup, je ne la donnerai pas parce que c'est cheaté. C'est cheaté? T'as regardé sur Internet? Non, c'est que l'autre jour, je t'ai vu sur une page Wikipédia d'un lac. Et du coup, j'avais pas compris. Je me suis dit, il va faire une chronique sur les lacs. Maintenant, j'ai compris. Sujet fascinant, s'il en est. Donne pour voir si t'as une bonne mémoire. Mais j'ai plus le nom exact, mais je crois c'est un truc Kert, ou un truc comme ça, non? Niek. Voilà. Log. Putain, ils sont chiants. Ah, Logniek. Logniek, je le vois, ça y est, sur la carte. Je sais pas comment on prononce, putain. C'est Neagh. Ouais. Ils sont relous, ces gens avec leur langue étrangère. Mais Là. c'est clair, ils peuvent pas parler français. C'est clair, comme tout le monde. Et du coup, c'est un lac qui est situé au centre de l'Irlande du Nord, qui a une longueur de 30 km et une largeur de 15 km, représentant ainsi 392 km². Et il s'agit ainsi du plus grand lac des îles britanniques et le 3e plus grand lac d'Europe occidentale, derrière le lac Léman et le lac de Constance. Et ça, c'est ouf. C'est clair, mais enfin, tu vois, je suis sur Maps là, et c'est vrai que quand tu regardes, on le voit de loin, quoi. Enfin, genre, tu dézoomes et tu le vois, quoi. Il est énorme.
Sa profondeur maximale est de 25 mètres et il est à 30 km de Belfast. Par contre, 25 mètres, 25 mètres de c'est profondeur. pas ouf hein, pour un lac, 25 mètres de Eh non, profondeur. bah après, c'est l'Irlande. Hein, c'est Ouais, certes. c'est là du cul. Ah bah oui, certes. Après, ça risquerait d'être sous le niveau de la mer. Une anomalie géologique. Tiens, d'ailleurs, Je veux lui mener l'enquête. la légende veut qu'il ait été formé par le géant Fionn Mac Coombe ou alors Finn McCool, si vous préférez. Je trouve ça le deuxième nom plus sympa. Celui-ci Le mec qui s'appelle McCool, quoi. celui-ci se battant contre un rival. On dirait le nom d'un perso qui a été écrit par un gamin de 15 ans. Finn McCool se battait contre un rival écossais. Il a arraché un morceau de terre et lui a lancé dessus. Il rata sa cible, mais le morceau atterrit en pleine mer d'Irlande, Ah, mais- créant ainsi l'île de Man. C'est le nom d'un burger avec des lunettes de soleil, quoi. C'est pas possible. McCool. Non, je suppose que ça s'écrit pas comme cool. Mais si, ça s'écrit O2OL. On dirait qu'avant nous fait. Ça vient peut-être de là. Il était tellement cool que du coup ils ont gardé son nom pour le mot. C'est pas. Tenez, puisqu'on parle de flotte, quel est le plus grand fleuve d'Irlande et combien de kilomètres fait-il? Wow. C'est le fleuve Irlande. Attends, j'entends sur Maps. C'est le fleuve Kent. Le fleuve Kent. Ah non, le Kent, c'est en Angleterre. C'est le Clark là-bas. C'est un prénom de femme. Je vois même pas de fleuve. C'est là. Mary quelque chose, non? C'est pas Mary, c'est un prénom avec un S. Le Samantha. C'est le Shannon. Ah, bah bien sûr, Shannon, évidemment. Le Shannon, Shannon. le Shannon, il fait 386 km de long, qui en fait le fleuve le plus long des îles britanniques, encore une fois. Il est également le plus abondant de par son débit, et il prend sa source au Shannon Pot, à Dairyland Townland, dans le comté de Cavan, à environ 4 km de la frontière britannique, donc en Irlande du Nord. Voilà. En gros, il s'écoule du nord au sud-ouest et se jette dans l'océan Atlantique par un estuaire situé en aval de Limerick. Je le Il vois. constitue une barrière naturelle entre l'ouest et l'est de l'Irlande. Et puisqu'on parle de points cardinaux, quels sont les noms irlandais de la République d'Irlande et de l'Irlande du Nord? Les noms irlandais? Dans quel enfer. Oh, L'Irlande, c'est Erin quelque chose, je crois, non? C'est Air. Air. E-I-R-E. C'est ça, E-I-R-E. Et l'Irlande du Nord. Ah, bah, je me suis foiré. D'ailleurs, c'est le nom. Après, tu as plusieurs prononciations. Moi, j'ai pris les prononciations les plus tranquilles. L'Irlande du Nord, non, j'en ai pas la moindre idée. Attends, Les traîtres, peut-être, je ne sais pas. Ça dénonce. Non, je m'excuse auprès de nos auditeurs irlandais du Nord. Eux aussi ont beaucoup souffert. Comme ça, c'est pas un truc de. C'est l'Ulster. Ah oui, d'accord, oui. Ok. L'Ulster. Ah oui, oui. Ah oui, on est d'accord, très bien. Et Air, c'est ce qui est marqué sur leur pièce de 2 €. Tout à fait, oui. Ah. Tout à fait. Bien vu. Miss Matt que je suis à mes temps perdus. Alors, quel type de paysage irlandais trouve-t-on sur 12 000 km²? Les tourbières. Waouh, putain. Ils ont tellement de whisky, c'est sûr. T'es balèze. Enfin, je sais pas, j'ai senti, tu vois, j'ai Senti le- ouais, mais là, il y T'as avait senti, du whisky dans l'air. la voix de Jules avec l'haleine chargée de whisky qui t'a susurré à l'oreille. Tourbière. C'est ça en fait. Ah, franchement, moi j'en rêve la nuit hein, de ces trucs-là, ça me hante. Hein. Alors, à propos de choses qui nous hantent, je vous propose qu'on parle de langues. Quelles sont les langues parlées en Irlande, en île d'Irlande? Bah, je dirais Bah, qu'il y a l'irlandais. anglais, irlandais, gaélique irlandais, au moins 3. Alors, anglais, gaélique, donc plutôt on va dire ouais, irlandais et gaélique, ça va être pareil. C'est la même, hein, de toute C'est la façon. même C'est la chose. même, il me semblait qu'il y avait des. L'irlandais est d'ailleurs parlé par 6,6 millions de personnes, mais vraiment maîtrisé par 250 000 personnes en Irlande. Ah bah attends, il y a plus de gens en Irlande que ce que j'imaginais, alors j'ai dit une grosse connerie tout à l'heure. Entre-temps, ils sont peut-être multipliés. Ouais. Regarde. Bah autant pour moi, je reviens sur mes propos Tes précédemment, mais ce sera coupé au montage, à n'en On pas douter. regardera plus précisément combien ils sont au total, si tu veux. Et la dernière langue, mettra une voix enregistrée. Les trucs électroniques là. Ouais, ils sont 3 400 000. Ah ouais, fais ça, franchement, c'est trop drôle. Moi j'adore cet effet comique, c'est trop pourri, j'adore vraiment. la dernière langue, c'est le Scott d'Ulster. Donc c'est Ah. type écossais, mais qu'on retrouve en Ouais, alors fun fact, les Scots qui ont donné leur nom à l'Écosse, enfin Scotland, c'est des Irlandais Tout à fait. qui ont migré d'Irlande vers l'Écosse au 9e ou au 10e siècle. Ce n'est pas des Scots qu'il y a de base, ce sont Non. des Pictes.
Bien vu, Ben. Putain, on sent que t'as vécu 4 mois en Et attention, Irlande. parce que les, Mais j'ai lu un bouquin sur l'histoire de l'Écosse, mais pas sur l'histoire de l'Irlande. Donc, Mais du coup, tu vois, tout se connecte comme quoi. On adore l'Écosse. c'est clair. les pictes, on ne les mesure pas au kilo. Mais en général, on les mesure les pictogrammes. Ok, alors j'ai Alors. j'ai la population, la démographie irlandaise. C'est Ça aussi, ce sera coupé. 953 000 habitants. Ouais, bon, bah, autant pour moi. Voilà. Et il y a une densité de 82,36 habitants au kilomètre carré. Ça va en vrai. Je me rends pas compte, mais Voilà, c'était juste si jamais vous arrivez à vous en rendre compte chez vous, voilà ce que ça donne. si vous avez des amis démographes qui vous invitent pour des soirées mondaines, vous pourrez briller en Alors. société. À propos de soirée, souvent, il arrive qu'il y ait des gens qui, le soir, branchent la télé et regardent du sport. Mais en Irlande, quels sont les sports purement irlandais? Bah, il y a le football gaélique, là où je sais plus comment ça s'appelle, là, qui se joue au pied et à la main. Ouais. Dont j'avais vu des matchs commentés en irlandais, du coup j'ai rien compris évidemment. C'est ça. C'est pareil, quand j'étais en Irlande, j'avais rien pigé, j'avais l'impression de regarder un mélange de basket, Mais c'était rugby et pire que le football. baseball, hein, C'est franchement. un mélange de rugby justement et de football. C'est moins violent, le plaquage et le tacle sont interdits, etc. Ça a l'air vraiment méga chelou. Mais j'ai un jour rencontré un Irlandais en chantier qui le pratiquait en France. Parce qu'il se trouve qu'en France, on pratique beaucoup en réalité le football gaélique pour des Ok. raisons mystérieuses. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose aussi comme genre le Quidditch ou un truc dans le genre Non mais tu sais, il y en a qui l'ont. Rigole pas, ça existe. C'est une insulte. commencé à le faire. En tout cas, dans l'univers de Harry Potter, ils sont très forts, voilà. Les Irlandais, bah oui. Non, on va rester dans les vrais sports qui existent dans la réalité véritable. Vous avez le handball gaélique. Ah, mais d'accord, en fait, tu mets gaélique derrière des Oui, sports. mais gaélique qui existent déjà, quoi. derrière. Le Le handball, golf ça ne ressemble gaélique. pas du tout à du handball. Parce que c'est en fait un sport similaire au squash. Ok. C'est juste que du coup, ils font ça avec leurs mains. Voilà. Avec leurs mains. Il y a des petits schémas, vous pouvez aller voir. Ils sont dans une salle de squash. À force de En gros, tabasser c'est des balles, leurs mains, ça doit être des planches de bois, quoi. C'est... J'aimerais pas qu'ils me mettent Non, c'est pas avec leurs mains, c'est avec un gant, excusez-moi. Ah. Trop vite. Ah. Mais voilà. Enfin, donc techniquement, handball, hein, voilà, ça correspond dans le mot. Ensuite, vous avez le hurling. Le hurling, c'est un sport collectif irlandais qui joue en extérieur avec une crosse. Ah, ouais, ok. Je me souvenais d'un jeu avec une crosse, mais je me souvenais plus du nom du tout, quoi. Un enduit d'huile pour le faire balancer pour le faire aller de plus en plus loin sur le plancher. C'est pas du tout ça. Non, ça c'est le curling. Est-ce qu'ils font des lancers de troncs d'arbres aussi ou des trucs comme ça, là? Ouais, bah, je sais pas, je me dis peut-être que... J'avais vu, putain, j'avais vu une vidéo, c'était une espèce de marathon ou enfin de marathon de bar, en fait de marathon où en fait les mecs ils buvaient des pintes et des pintes et des pintes et à la fin ils étaient sous, ils devaient courir. Je sais pas ce que c'était. C'est incroyable. Un sport Pas local. sport, ça maintenant. Si Des c'est que là, hooligans moi j'étais en train de courir, c'est un sport, ok. ils sont trop saoulés, ils ont commencé à tabasser tout le monde et à la fin, il y a les flics qui leur courent après. Ça me rappelle une anecdote, ça. Enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est pour la Coupe du Monde d'Europe. J'étais de football. J'étais à Bordeaux un soir. Et il y avait Irlande versus Irlande du Nord, je crois. Et les Irlandais avaient été partout dans les rues. Et ils avaient... c'était des Irlandais, donc ils se sont torchés la gueule. Ils avaient défoncé la ville. Il y avait des déchets, des canettes partout, etc. Et c'était passé un truc de ouf, c'est que le lendemain, en fait, ils avaient tout nettoyé. Oui. Non mais ils sont trop, je les aime trop. C'est arrivé ça à Saint-Etienne pour 1 euro, je crois. Ah bah voilà, tu vois, en fait, C'était partout où peut-être ils allaient, les ils Anglais, nettoyaient. peut-être C'est alors. dingue, hein. Je sais plus. Ou les Gallois. En tout cas, c'est quelqu'un de leur patelin là-bas. Ouais, Voilà. Celt, quoi. Ouais, Celt. Alors, et le dernier sport, c'est le Rounders, qui est un sport collectif britannique, ouloulouloulou, mais qui a été introduit au XVIIe siècle en Irlande et du coup qui est pas mal joué là-bas. C'est une sorte de tech britannique. Voilà. Je sais pas ce que c'est la tech. Une sorte de l'anglais. Pour moi, la tech, c'est autre chose, tu vois. Ouais, voilà. On a les références qu'on mérite, hein. Pas grave, peine. Alors, c'est pas mal qu'on parle de bouffe, justement. J'adore tes transitions et d'alcool. Parce que j'aimerais que vous me citiez des plats d'origine irlandaise. La pomme de terre. Badumts. Le beef and cabbage. Beef and cabbage, ok. Qu'est-ce que c'est le beef and cabbage? Parce que je l'ai pas mis dans ma liste. Avec du bah, bœuf. c'est ce qu'on mange à la Saint-Patrick, en fait, c'est du chou C'est avec du bœuf. C'est un plat qui a été importé après pendant l'immigration aux États-Unis. Et en fait, à la base, c'était avec une viande assez noble en Irlande. Et puis ensuite, aux États-Unis, ils avaient tellement pas de thunes, en gros, que les Irlandais, en fait, allaient récupérer dans les bateaux les restants de bouffe qui n'avaient pas été bouffés pour pas trop cher. Et du coup, c'est là qu'ils ont eu du corned beef, en fait.
Et Ah, ok. du coup, le plat s'est transformé, c'est devenu un truc avec du corned beef et du cabbage. Ok. T'étais pas loin avec la patate, Ben, parce qu'il y avait dans les plats irlandais, il y a le Irish Stew, Ok. un ragoût irlandais qui est à base d'agneau, de pommes de terre, de carottes et d'oignons. Vous avez aussi le colcannon, qui est une purée épaisse à base de pommes de terre, de choux et d'oignons. Il y a aussi le bangers and mash, qui est un plat à base de pommes de terre, d'oignons et de saucisses. Ensuite, il y a le porter cake, qui est un gâteau à base de pommes de terre. non, de fruits secs et de bière. Ouais, non, mais alors là, ça suffit. Non, il y a aussi une spécialité à Dublin qui s'appelle le Dublin Cuddle, qui est un plat composé à base de jambon, saucisses, oignons et pommes de terre. Et après, il y a aussi du whisky et de la bière. Ça a l'air d'être vachement bon le dernier là. Celui Si vous voulez Celui de tester, Dublin a l'air cool, ouais. D'où le nom peut-être, je sais pas. C'est peut-être un réconfort après. Après l'effort. Bah, Yeah. je sais pas, après une journée de travail ou je sais pas. Enfin, je sais pas d'où vient son nom du coup, mais ça m'y fait penser. Ok. Si on met ça sur une carte de menu, voilà, au restaurant, je pense que. Après une dure journée de labeur. Ouais. Sauf que tu ne sais pas ce que c'est, une dure journée de labeur. toi qui n'as pas connu la Référence au famille, dernier podcast. Il y a un podcast qui sera dans le futur pour les Ah oui, bah Eh le oui. prochain, alors excusez-moi. J'ai un peu du mal avec les voyages temporels, ça me confuse à chaque Ah fois. ouais, c'est ça, ça crée des paradoxes, c'est chiant. Hein. Je comprends. Et à propos de voyage temporel, Quel est le premier voyageur temporel irlandais? la machine à voyager dans le temps. Ouais. Non, à propos de voyage temporel, ce que je vous propose, c'est Un épisode spécial voyage dans le temps. Ah ouais, grave. c'est une excellente idée. Pom. Alors du coup, ce que je vous proposais, c'était de passer à la chronique de Manon. Ben oui, du coup, moi, je vais encore vous parler d'Irlande. Alors, l'année dernière, j'avais déjà fait une chronique sur la Saint-Patrick et j'ai beaucoup parlé de Saint-Patrick, qui est quand même un saint donc, de la mythologie catholique. Et donc, maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a beaucoup parlé de catholicisme, ben, il faut que je refasse pencher la balance de l'autre côté et que je vous parle de bon gros paganisme des familles, histoire que tout soit très équilibré. Parce que c'est ce que j'aime, Bah, moi, il dans faut. la culture irlandaise, hein, c'est que elle est très très marquée par cette ambivalence entre un fort christianisme et une foi païenne qui reste encore très présente aujourd'hui malgré tout. C'est vrai. Comme on en parlait Nico, avec tous ces éléments de folklore. Donc moi, je vais vous parler en fait d'un dieu majeur de la culture celte, et en me concentrant notamment sur la mythologie irlandaise, car vous n'êtes pas sans savoir que les Celtes se sont étendus quand même sacrément partout, et que les mythes vont différer un petit peu selon les endroits. Mais bon, globalement, c'est quand même, comme je vous le disais, un dieu majeur, donc ce bonhomme, il est présent à peu près partout, et son histoire ne change pas trop. Ce dieu, je sais pas si vous connaissez, c'est le dieu Lugh. Bah écoute, moi je viens de Lyon. Voilà. Donc Lugh, je connais, mais je savais pas qu'il était irlandais. Écoute, il était juste Lugh. gaulois. Lugh, L-U-G. Lugdunum. Ouais, comme Lugdunum, D'accord. Lugdunum, c'est la ville de Lugh. Exactement, ça, c'est la forteresse de Lugh, Lugdunum. Voilà. Forteresse, ok, d'accord. Donc ça veut dire que bah voilà, à la base c'est un dieu celte et ça s'est étendu quand même jusqu'à loin quoi. Pour qu'il y ait carrément des forteresses et des villes aujourd'hui qui portent encore son nom entre guillemets, c'est ça assez ouf. Mais avant de vous parler de ce dieu, je dois vous parler de la manière dont s'articule le panthéon celte, sinon vous allez juste rien comprendre. Voilà. J'aimerais d'abord m'excuser profondément envers toutes les personnes gaéliques pour la prononciation qui va suivre. J'ai essayé, vraiment j'ai essayé d'écouter les prononciations. J'ai pas tout trouvé et vraiment c'est extrêmement compliqué. J'ai carrément regardé des vidéos, mais je me suis dit ne commence pas à apprendre le gaélique maintenant, ça ne sert à rien pour une chronique de 10 minutes. Voilà. Bref, j'ai fait de mon mieux. Je suis navrée. Mais on te pardonne parce qu'on fait pareil, donc écoute. Ça a des goûts de reviens-y. Il me semble qu'on a déjà eu des difficultés de prononciation sur des noms en gaélique. C'est vrai, Oui, à mais de nombreuses ce que je reprises disais, dans cette émission. Je le redis, hein, moi j'aimerais beaucoup qu'on fasse une émission spéciale des prononciations de merde, c'est-à-dire on choisit tous une chronique où vraiment on en chie quoi. Et Je j'ai pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. la chronique mais J'avoue. parfaite et du coup j'attends ce jour. Marc, si tu trouves des gens, vraiment j'adorerais. Ce jour viendra. C'est du teasing, chers auditeurs. Donc alors parlons-en du panthéon celte. Pour les Irlandais, donc la société divine, elle est structurée de la même manière que la société humaine. Donc à l'origine, on trouve deux tribus qui sont rivales, donc les Tuatha Dé Danann, en français les Tuatha Dé Danann, qui signifie littéralement les gens De Dana. de Dana. Et oui, Yes, c'est Raph qui l'a dit, mais il avait pas son micro allumé. voilà, je compte sur toi Marc pour insérer une petite musique à ce moment-là, tu sais laquelle. Ah, c'était une blague pour toi? Oui, complètement, mais oui. Mais non. c'était bien ça, c'est un peu de Dana, ouais. C'est pour ça que je l'ai dit Bon, lentement, d'accord. parce que je me suis dit qu'il y en avait forcément un qui allait me faire de Dana, et oui, c'est ça.
Donc légende de la tribu de Dana. Donc cette tribu, en fait, elle est hiérarchisée en 3 classes fonctionnelles. Et si vous avez fait un petit peu d'histoire médiévale, vous les connaissez. Donc c'est les classes sacerdotales, laborieuses et guerrières. Donc basiquement, les druides et les musiciens, les paysans et les gros bourrins. Voilà. Ok. Le roi représente la société et tout s'articule autour du roi. Donc on l'appelle ça un dieu-roi, parce qu'en fait, cette société divine, en gros, elle est vraiment sur le même modèle que la société humaine. Et donc ce dieu-roi, donc de la tribu de Dana, à la base, c'est Dagda. Il est magnifique, il est puissant, il est très ancien et surtout, il a un gros gourdin. Voilà. Oh. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Très très viril. Et dans cette société, il y a un dieu Ouais. et donc un membre de la tribu pour chaque classe et pour chaque art. Donc en gros, c'est un petit peu le même principe que tous les panthéons polythéistes. Et pour chaque truc, il y a un dieu. Donc eux, les Tuatha des Danen, ce sont les gentils. Ensuite, il y a les méchants. Les méchants, c'est les faux-morts, les faux-moires, je ne sais pas comment ça se prononce, les faux-moires, littéralement. Et eux, ils vivent en fait dans ce qu'on appelle l'autre monde, c'est-à-dire la Scandinavie. Donc j'ai pas tout pigé à comment s'organise leur société à eux, mais je sais qu'on les aime pas trop parce qu'ils viennent piller les vaches de la tribu de Dana et ils ont plus ou moins soumis la tribu à leur courroux. Voilà. Donc maintenant que ça c'est posé, les méchants, les gentils, on peut parler de Lugh. Donc qui est Lugh ? Eh ben Lugh, comme je vous le disais, c'est un dieu majeur de l'Irlande et il est caractérisé par ses très nombreux talents et sa nature solaire. Alors il se place lui-même en chef du panthéon celte et surtout, il a laissé donc comme on le disait son nom à pas mal de villes en Europe et notamment donc Lyon, forteresse de Lugh. Donc pourquoi est-ce que ce dieu est si balèze ? Eh ben parce que contrairement aux autres, il se contente pas de faire partie d'une seule classe. Donc rappelez-vous, il y a un sacerdotal, guerrière, laborieuse. Lui en fait c'est un dieu complet, il fait partie de toutes les classes parce qu'en fait il a tellement de talent qu'il est rattaché aux 3. Donc ça fait aussi de lui un dieu protecteur des arts. Pourquoi on l'appelle comme ça du coup ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement Lugh ? En fait, l'origine de son nom, c'est assez intéressant pour se donner un petit aperçu du personnage. Il apparaît d'abord dans l'épigraphie sous la forme de Lugus, et les spécialistes, comme d'habitude, se disputent pour savoir ce que ça signifie. L'interprétation la plus convaincante, ce serait que Lugus, en fait, ça veut simplement dire le lumineux. Voilà, donc Lugh, ça veut dire la lumière, donc ça paraît pas idiot. Et partant de là, on va lui trouver tout plein de surnoms. Par exemple, celui qui brille, soleil, le lumineux, face de soleil, l'éclairé. Enfin bon, vous avez compris le... C'est assez classe, ouais. C'est très très classe. J'aime beaucoup face de soleil. Oui, c'est clair. Dans les textes, on va le trouver souvent sous ces 3 appellations. Et là, attention, c'est mon grand moment de prononciation. Donc, Luhaid Tim Samil Danark, donc ça veut dire doué de multiples talents, ou encore le polytechnicien. Lugh Lamfada, au long bras, ou Lugh Lonbeiminach, qui donne des coups forts et violents. Donc il est vraiment vénère quand même, Lugh. Donc c'est des surnoms qui sont assez intrigants, moi je trouve, les longs bras, le polytechnicien, qui donne des coups forts et violents. Et bien pour comprendre d'où ils viennent, il n'y a qu'une seule solution, il faut s'intéresser à la légende, aux faits héroïques de ce cher Lugh, et je sais que vous aimez tous l'aventure dans ce podcast. C'est parti. Donc si Lugh est si particulier, c'est parce qu'il est d'accord polytalentueux, mais c'est aussi parce qu'il est issu d'un très beau métissage, un métissage entre donc un membre de la tribu de Dana, donc les gentils, et un membre des faux-moires, donc les méchants. Un petit peu comme si Roméo et Juliette avaient fait un bébé au lieu de mourir connement. Ouais. Voilà. Donc sa mère biologique, elle s'appelle Eithne, ça s'écrit Eithne. Voilà. Déjà regardez. E-I-T-H-N-E. Ok. Eithne, mais ça se prononce Eithne. Et Eithne, c'est la fille de Balor, le roi des démons faux-moires. Donc sa mère elle fait partie de la tribu des méchants. Ok. Son père, c'est Diankert, un dieu médecin de la tribu de Dana. Donc une autre généalogie le présente comme le fils de Dagda, le roi de cette tribu, mais voilà, on n'est pas trop sûr, c'est toujours un peu flou pour ces périodes très très anciennes. Donc Balor, donc le papy méchant de Lugh, il était très très prudent quant aux fréquentations de sa fille, parce qu'en fait, selon une prophétie, il serait tué un jour par son petit-fils. Donc il fait la chose la plus naturelle dans ce cas-là, il enferme sa fille dans une tour. Ah, lui, il mange pas ses enfants, alors. Il mange pas ses enfants, il enferme juste sa fille dans une tour, mais bon, bah... Classique. Voilà, classique, tout le monde fait ça, bien sûr. Et Diankert, le père de Lugh, il est très très malin, et surtout il a une cape d'invisibilité, et il arrive quand même à s'introduire dans la forteresse, et ce n'est pas la seule chose dans laquelle il s'introduit, puisque Eithne va accoucher de plusieurs enfants. Je sais pas si je l'aurais tenté celle-là. Mais... Et Balor, encore une fois, il fait la chose la plus naturelle du monde, alors il ne les mange toujours pas, mais il les fait noyer. Voilà, encore une fois, on prend pas de risque, moi également, si y a une prophétie qui dit que je vais me faire tuer par mon petit-fils, oui, je les noie tous, quoi, dans le doute. Non, c'est pas. Bien sûr. Mais Lugh est épargné et il est ramené à son père, qui va le confier immédiatement en apprentissage à son frère Goibniu, le forgeron de la tribu de Dana, où il recevra le nom de Lugh. Allez C'est savoir pas pourquoi. Hakim, du coup.
J'étais obligé, je suis vraiment désolé. Ah oui, c'est son fils, pardon. Kim le forgeron est venu me chercher. On le salue ainsi, il nous écoute. Donc Gobniou, le forgeron, est venu le chercher et lui a donné le nom de Lug. Et du coup, au cours de son enfance, notre Lug, il aura 3 précepteurs, donc le forgeron, Hakim, on va l'appeler, la déesse Tailtiu, qui est reconnue comme la déesse carrément de la terre d'Irlande, et le dieu de l'océan Manannan, Manaan, dit Ben, ouais. qui lui fait don d'armes merveilleuses. Oh, c'est juste, il y a une planète océan dans Star Wars qui s'appelle Manaan, mais ça se trouve, c'est pas oui, ça du forcément, tout. Peut-être rien Non, à mais voir. ça Mais il y a beaucoup de A et beaucoup de N, alors mon cerveau bug un peu, c'est M-A-N-A-N-N-A-N. Ouais, non, c'est autre chose. Ah, c'est l'enfer, le gaélique, de toute façon. Ouais, un cauchemar. Et donc, bon, ouais, voilà, ça donne un mec qui pue la classe, ça donne Lug. Mais malheureusement, on n'a pas trop plus d'infos que ça sur l'enfance de Lug. Les textes en ancien irlandais sont très très rares, et donc il faut se référer aux légendes galloises. Mais je vais pas le faire parce qu'on a dit que c'était un spécial Irlande. Alors, une fois en âge et bien éduqué par tout ce beau monde, Lug, il décide de rejoindre donc la tribu de Dana, qui était quand même une bonne partie de sa famille. Et donc, ce jour-là, en fait, ils sont tous réunis à la cour royale de Tara pour une fête. Donc, Lug arrive comme ça, tranquille, et le portier l'arrête et lui dit que seuls les gens possédant un talent, un art, sont admis dans cette cour. Donc, rappelez-vous, il y a un dieu pour chaque art. Donc, Lug, il se met à faire des démonstrations de toutes ses compétences. Alors, il est charpentier, champion, échanson, médecin, poète, historien, sorcier, harpiste, forgeron, bronzier. Enfin, je vous fais même pas toute la liste parce que vraiment, il sait tout faire. Mais à chaque fois, le portier lui répond. Faire astronaute. Pirate, astronaute, tout. À chaque fois, le portier en fait lui dit bah non, en fait, il y a déjà quelqu'un qui possède ce talent, qui pratique ce métier à la cour, donc tu peux pas rentrer. Et donc Lug lui dit non mais écoute frère, préviens le roi et demande-lui si quelqu'un d'autre possède ses talents en même temps. Oui. Et si quelqu'un d'autre possède tous ses talents, je renoncerai à entrer. Donc curieux et surpris, le roi Nuadu le laisse entrer et les dieux lui imposent 3 épreuves pour être sûr de sa valeur. La première, c'est qu'il doit faire une partie d'échecs contre le roi. La deuxième, c'est qu'il doit lancer une pierre sacrée que 8 chevaux ne peuvent remuer. Et la troisième, c'est qu'il doit jouer 3 mélodies avec sa harpe, réussir à faire rire, pleurer et à endormir l'assemblée. Oh non. Voilà. Pourquoi J'ai quand même l'impression d'avoir vu les trois épreuves de la pierre philosophale d'Harry Potter. Oh putain, merde, oui. Quoi, tu veux dire que J.K. Rowling n'a rien inventé? Elle les a juste mis dans le mauvais ordre. J'aime beaucoup. Mais en fait, vous allez voir, il y a pas mal de... Enfin, ça renvoie à plein de trucs de pop culture, au final, qu'on connaît si on cherche bien les liens. Bon, je vous laisse imaginer que Lug, il y arrive haut la main. Bah, si, bien sûr. Voilà, parce qu'il est merveilleux, il est magnifique, c'est une face de soleil polytalentueuse. Et donc, il arrive à faire tout ça, et ses aptitudes sont donc reconnues par le roi Nuadu, qui lui laisse même son siège pendant la bataille contre les faux noirs des méchants. Donc en fait, le roi va lui laisser son siège en mode vas-y, garde la cour, mais par contre, il va le refuser de le laisser participer à la guerre. Et Lug, il aime bien la castagne, donc ça l'énerve un petit peu, parce que en fait, tout simplement, un bon roi va au combat avec son peuple. Mais en fait, Nuadu devra aller carrément jusqu'à l'enchaîner et à l'enivrer. En fait, il lui bourre la gueule, il l'attache avec des chaînes pour l'empêcher d'aller à la bataille, parce qu'en fait, tout simplement, il a peur qu'il se fasse mal, déjà, et puis surtout, de pas pouvoir triompher sans son aide, parce qu'en gros, si Lug vient au combat et que tout le monde triomphe, ça veut dire que le roi, c'est un peu un débile, et que ça devrait être Lug, le roi, à la place du roi, quoi, en gros. Et oui. Donc ça lui plaît pas trop, mais bon. C'est pas trop pour son bien, quoi, en fait. C'est vraiment juste au cas où, quoi. Oui, c'est pour ton bien, mais c'est surtout pour que je reste roi. Je vois. Bon, Lug, évidemment, arrive à se défaire de ses liens, échauffé par le tumulte des combats, et il se jette dans l'action, encore embarrassé de ses chaînes. Au combat, évidemment, il se révèle être un remarquable stratège, il arrive à prévoir le moment propice pour attaquer et massacrer l'ennemi, et il est aussi excellent orateur, et ses paroles galvanisent les guerriers. Moi, je suis vraiment amoureuse de Lug. Voilà, je l'adore. Et donc, je résiste pas à vous réciter un petit passage de cette bataille ultra épique, qui dit « Il s'élança en courant pour rattraper l'armée, et sa course causait un énorme vacarme à cause des lourdes chaînes métalliques qu'il traînait, et des chocs des grands piliers en pierre contre le sol rocailleux, qui produisaient des étincelles telles qu'elles auraient illuminé la nuit la plus noire comme en plein jour. » La classe. Classe, ultra classe. Donc ça, c'est sa première bataille, et je ne résiste pas non plus à vous parler d'un autre de ses combats, celui contre Eochaid Bress, je ne sais pas comment on le prononce, encore une fois, qui, si j'ai bien compris, est donc le fils de Balor, et donc le frère de la mère de Lug, et donc son oncle. C'est toujours la mère du Le Panthéon. mendiant est une femme. Bref, sûrement son oncle, et donc un méchant faumoir, qui partait en guerre pour tuer Lug, parce que Lug avait assassiné des collecteurs d'impôts venus prélever de l'argent et des vaches à la cour de Tara.
voilà. Et Lug, ça lui plaisait pas trop qu'on vienne prendre des vaches comme ça à la cour de Tara. Et surtout, en fait, il voulait tout simplement, il les a tués pour mettre fin à la soumission de la tribu de Dana par les faux moires. Donc Eochaid, il n'aime pas trop qu'on tue ses collecteurs d'impôts apparemment, et donc il prend sa flotte, il part en mer et il ravage toutes les côtes. Petit rappel, hein, les faux moires, c'est plus ou moins les Scandinaves. Donc normalement, ce schéma devrait pas être inconnu, hein, il ravage toutes les côtes de l'Irlande. Et voyant Lug arriver pour lui latter la gueule, il se lève et dit « C'est bizarre, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui alors qu'il se lève à l'est tous les autres jours. Qu'est-ce que cela ?» Il est brillant, putain. Oh, c'est classe. Exactement, et les druides répondent « C'est l'éclat du visage de Lug Lamfada. » Trop classe, je l'adore. Donc dans sa grandeur et sa magnificence luminosité, Lug épargne Eochaid Bress en échange du secret des labours et des cultures, secret qu'il va transmettre aux hommes. Ah, ok. Attends, tu veux dire que c'est des hommes venus de l'ouest, plus ou moins, de l'est, pardon, plus ou moins, qui vont donner l'agriculture à Lug, qui va la donner ensuite aux hommes. Ouais, c'est des dieux, comme mythe fondateur. En fait, ils sont pas vraiment des dieux, mais pas vraiment des hommes, c'est un peu entre les deux, quoi. Et ben voilà, hein, vous l'aurez compris, jeune, beau, puissant, lumineux, Lug prend le contrôle de la tribu de Dana. Il supplante l'ancien dieu roi Dagda avec son gros gourdin, qui lui est plus archaïque, représente l'ancienne culture. Il est devenu roi de la tribu de Dana, si je puis me permettre. Et donc, l'aventure de Lug ne s'arrête pas là. Ça marche tout, hein. Lug va devoir maintenant affronter son passé. Donc avec Lug à leur tête, les Dananéens vont remporter énormément de batailles, mais toujours pas la guerre contre les faux moires. Donc pour mettre fin au conflit, Lug va devoir affronter son grand-père, Balor, le roi des faux moires, à la bataille de Mac Toured. Donc vous vous rappelez, hein, Balor, c'est celui qui enferme sa fille dans des donjons et qui une tour. Voilà, parce et qui voit ses gosses, ouais. Voilà, parce que la légende dit que son petit-fils va le tuer. Spoiler alerte, hein. Je pense que son petit-fils va le tuer. Voilà. Donc le seul moyen de vaincre ce puissant démon, en fait, c'est de crever son œil unique maléfique. Ça aussi, ça devrait vous rappeler quelque chose. Que celui-ci protège en le gardant toujours fermé. Donc c'est pratique, hein, c'est le seul moyen de le tuer, il le garde toujours fermé. Donc comment faire pour le crever ? Eh ben, il faut ruser. Fort heureusement, notre Lug, il sait tout faire, il sait aussi ruser. Donc il se met à lui parler, on sait pas trop de quoi, mais il lui parle pendant très longtemps avec beaucoup d'aisance, tant et si bien que Balor, à un moment donné, demande à ses serviteurs qu'on soulève sa paupière afin qu'on voit à qui il a affaire. Alors oui, j'ai pas précisé, mais ce serait un géant apparemment, donc c'est pour ça qu'il a besoin de gens pour soulever sa paupière. Parce que sinon c'est bizarre, ouais. Voilà. Non, il a besoin du monde. Donc Lug, à ce moment-là, il attrape son arme fabriquée par Gobnew. Vous vous rappelez, le forgeron Hakim, forgeron Gobnew. Alors, selon les versions, c'est soit une balle de fronde, soit un javelot, soit une barre de fer incandescente. Le dernier doit faire mal. Le troisième est la plus épique. Exactement. On va choisir celle-là si vous voulez. On s'en fout, on fait ce qu'on veut. Et donc avec sa barre de fer incandescente, il crève l'œil. Et donc Balor est blessé, il essaie de s'échapper, mais il est rattrapé par Lug qui va l'achever avec sa javeline à 5 pointes et le décapiter parce qu'on sait jamais, histoire d'être sûr. Il a raison. Voilà. Et donc c'est ainsi que la prophétie se réalise et que Lug tue son grand-père. Donc pour ceux qui ont regardé la série American Gods, est-ce que vous avez regardé ? J'ai regardé la première saison, je crois, mais ça m'a gavé très rapidement. Et ben moi c'est la deuxième qui m'a gavé, mais je crois que c'est dans la deuxième, on voit une scène en fait, je sais pas si vous vous rappelez du Leprechaun en fait. Dans la série. Ouais, le rouquin là. Ouais, voilà. Oui. Ouais. Et ben en fait lui il joue à la fois un Leprechaun, à la fois il joue Will Shiobne, qui est un autre personnage d'un autre récit irlandais, et à la fois Lug, et en fait il y a toute une scène un peu bizarre et très poétique dans la saison 2, où en fait c'est il a une lance et il crève l'œil d'un géant comme ça avec cette lance dans une espèce de flashback, donc ça représente je pense cette scène où il tue donc son grand-père. Mais il y a un autre mythe qui raconte comment Lug se venge aussi des 3 fils de Tuiren, les meurtriers de son père. Parce que oui, donc on fait toujours face au passé, hein, ça y est, il a tué son grand-père, mais il y a des gens qui ont tué son père, donc maintenant il faut vengeance. Toujours la vengeance, c'est des mythes, on aime bien la vengeance. Donc plutôt que d'exiger leur exécution, ce qu'il va faire, c'est qu'il dit qu'il leur accordera le pardon si ceux-ci lui apportent 3 pommes, une peau de porc, une lance, 2 chevaux, un char, 7 porcs, un jeune chien, une broche à rôtir et 3 cris sur une colline. La moutarde. Extrêmement spécifique. Donc autant d'objets se trouvant aux 4 coins du monde. Et lorsque ces 3 fils en fait se retrouvent blessés en trouvant les 3 cris sur une colline, Lug à ce moment-là est le seul à pouvoir les guérir. Et en fait il va refuser de le faire et les laisser mourir de leurs blessures. C'est ce qu'on appelle manger la vengeance très 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 froide. Et en fait la mort de Lug va résulter elle aussi d'une vendetta. En fait il va épouser plusieurs déesses tout au long de sa vie. C'est des Italiens en fait. C'est une vendetta qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est intéressant de le noter. Oui. Je vous donne pas le nom des déesses qu'il a épousées parce que, encore une fois, prononciation gaélique.
Mais l'une d'elles va le tromper avec Shernate, le fils de Dagda. Donc Dagda, vous vous rappelez, c'est l'ancien roi de la tribu de Dana avec son gros gourdin. Voilà. Donc de là, ça suivra une série de représailles au terme desquelles Lugh va le tuer et se fera plus tard tuer par ses fils par vengeance. Donc classique, hein, il fallait le voir venir. D'ailleurs, Lugh est souvent représenté comme trompé par son épouse. Voilà. D'ailleurs, le nom de l'épouse en question qui va le tromper est assez drôle, enfin étymologiquement. C'est Inglake et ça signifie littéralement objet de querelle d'oiseaux. Ok. Voilà. Et dans l'épopée irlandaise, Lugh est le père de Cuchulainn, le grand héros d'Ulster Chien du que vous forgeron. avez entendu parler, auprès duquel d'ailleurs il va intervenir plusieurs fois pour l'aider dans son aventure, mais c'est une histoire pour un autre jour. Et notre Lugh, Ok. si on connaît si bien son histoire, eh ben c'est parce qu'elle nous est parvenue alors par quelques textes, mais aussi et surtout via de nombreuses représentations à travers le monde celte. Alors c'est un peu chiant de le reconnaître parce que, comme j'ai dit, il fait plein de choses. Voilà. Sa capacité d'adaptation, elle est infinie en fait. Il est charpentier, forgeron, aubergiste, guerrier, poète, devin, médecin, métallurgiste, enfin bon, voilà. Et du coup, ces attributs, ils vont vraiment beaucoup varier. Mais si vous voulez essayer de le reconnaître, vous pouvez déjà le reconnaître à sa lance, qui ne rate jamais sa cible. Elle serait faite en bois d'if et fonctionnerait comme un boomerang. Il a aussi une harpe, donc qui peut jouer toute seule tous les airs. Vous connaissez Harry Potter. Le sanglier aussi, animal de l'autre monde représentant une inaccessible sagesse spirituelle. Et la fronde. Voilà, pourquoi la fronde, je ne sais pas. Et bien sûr, la langue à 5 pointes, c'est son arme principale. Elle s'enflamme au contact de l'air et elle tue 9 hommes à chaque jet, dont un roi ou un chef, systématiquement. Voilà. Et c'est la possession de cette arme, en fait, qui lui vaut le nom Lamfada, donc à la main longue. Voilà. Après, il a aussi un bouclier noir, comme les guerriers du breton du haut Moyen-Âge. Il est habillé d'une tunique rouge que recouvre un manteau vert, retenu sur la poitrine par une broche d'argent. Il est souvent représenté accompagné de corbeaux, animaux solaires ou d'un sanglier, et parfois représenté comme un dieu triple, donc aux 3 visages. On le décrit jeune, grand, beau, aux cheveux blonds et bouclés, mais parfois il a le crâne demi-rasé, comme la tonsure druidique. Parfois il est blond ou blond roux bouclé comme Apollon, et il revêt à la fois le visage d'un jeune homme imberbe et d'un homme mûr à la barbe fournie. Donc en fait, voilà, vraiment, c'est quasiment impossible de le reconnaître, hein. Je sais pas comment font, Ah oui, du coup, oui, les c'est. archéologues. C'est un Au bout cauchemar. d'un moment, quand t'as trop d'attributs, c'est que t'as pas d'attributs du tout, quoi, en fait. C'est ça. Mais on a une petite figurine d'ailleurs qui s'appelle Lugolien qui nous est parvenue. En fait, vous vous souvenez du passage de Lugh avec ses chaînes où il brise ses chaînes, il part au combat malgré qu'on l'ait. Parfois, on assimile donc ce dieu, on l'appelle le Lugolien, un dieu lieur, parce qu'il se trouve que le 1er août, la fête de Lugnasad, en l'honneur de Lugh, donc, coïncide avec la fête chrétienne de Saint-Pierre aux Liens. Donc voilà, ça expliquerait aussi des représentations où on trouve des chaînes et tout ça. Ok. Voilà. Après, il y a pas mal de représentations où on voit des chaînes et où on n'ose pas trop dire que c'est Lugh. On comprend pourquoi, hein, franchement. Mais donc cette pendeloque dont je vous parlais, où on voit un petit bonhomme avec des chaînes, on peut maintenant l'assimiler à Lugh grâce à une super analyse de D. Gricourt et de D. Hollard sur cette pendeloque. Voilà, n'hésitez pas à les regarder pour les curieux, c'est assez cool. On peut voir que les jambes du personnage se transforment en lyre, donc un petit peu en harpe, comme ça, comme c'est un aussi des attributs de Lugh. Donc ça, c'est assez joli. Après, on le retrouve dans d'autres endroits, Lugh, hein, je vous l'ai dit. Chez les Gaulois, on va le retrouver sous le nom de Le ou de Logif, à la main agile. Voilà. D'ailleurs, la légende gauloise nous aide pas mal à combler le manque de sources sur la légende irlandaise. Ouais. Même si l'histoire est un petit peu différente. On le trouve aussi chez les Gallo-Romains, où il est assimilé par notre cher Jules César à Mercure, donc inventeur de tous les arts. Et il va s'enrichir en fait à cette période de beaucoup de qualités et de qualificatifs du dieu de Mercure, donc voyageur, bienfaiteur, visionnaire, etc. Et son culte semble avoir disparu dès la conquête romaine, sûrement à cause de cette assimilation, hein, comme d'habitude. Et je ne résiste pas à vous donner un petit coup de la guerre des Gaules, parce qu'on n'en a jamais assez. Donc César nous dit dans la guerre des Gaules, le dieu qui est le plus couramment vénéré est Mercure, ce sont ses représentations qui sont le plus nombreuses. Les Gaulois le tiennent pour l'inventeur de tous les arts, il est aussi, pour eux, celui qui indique la route à suivre et qui sert de guide, celui aussi qui est le plus à même de faire gagner de l'argent et de faire prospérer le commerce. Ah. Voilà. On le connaît aussi dans la géographie bretonne. Il présente pas mal de traits en commun avec Loki et Odin. On le retrouve aussi dans une version moderne de la version gauloise, dans des récits arthuriens primitifs. Enfin voilà, chez les chrétiens, donc j'ai même vu qu'il pouvait être assimilé à l'archange Michel, chef des armées célestes. Il présente aussi pas mal de similitudes avec Lucifer, mais bon, je suis moyennement convaincue de ces assimilations-là qui sont un petit peu... C'est juste parce que c'est la lumière, quoi, en fait. C'est surtout voilà, ça, il je a pense. la lumière, et puis il fait plein de choses, il est magnificent. Voilà. Donc voilà, c'était un petit bout de vieille Irlande. Sachez qu'aujourd'hui, donc pas forcément en Irlande, mais en fait toujours Lugnasad, le 1er août. Ce jour fait partie des 4 grandes fêtes celtes attestées.
Mais bon, ça aussi, c'est une histoire pour un autre podcast. Et d'ailleurs, historiquement, on fait beaucoup d'activités à cette fête pour célébrer sûrement les multiples talents de Loug. Voilà, si vous ne fêtez pas la Saint-Patrick, vous pouvez toujours fêter Lughnasadh le 1er août, manger du pain, vous mettre au soleil, tout ça. Et bah, c'est ce qu'on fera peut-être le 1er août, qui sait. Et la fête nationale suisse d'ailleurs, on C'est la les fête salue s'ils nationale nous suisse, parce écoutent. que c'est un hasard probablement, mais on sait On peut jamais. faire les deux, on peut se mettre au soleil et bronzer, s'enduire de chocolat. Ah oui, Dur de tremper chocolat, t'as dit? Oui, c'est peut-être moins tendancieux, effectivement. Je vote pour ce qu'a dit Manon et oubliez ce que j'ai dit, ça sera coupé au montage. Si ça sera sans doute pas coupé au montage parce que je connais la personne. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet épisode. Merci du coup, Manon, pour ton intervention sur l'audiologue. Moi, je connaissais juste parce que pour moi, c'était un dieu gaulois, un dieu celte, mais je pensais pas qu'il était allé jusqu'en Irlande, en tout cas sous cette appellation. Donc, merci beaucoup à toi pour ta petite intervention. Avec plaisir, ça fait longtemps que j'avais envie pour tout de ça. parler de ce mec-là, et du coup, Merci c'est devenu la parfaite opportunité. Merci à toi. Mais de rien. Ce que je vous propose maintenant, chers auditeurs et amis intervenants chroniqueurs, c'est que on fasse un petit quiz histoire de l'île d'Irlande. Est-ce que vous êtes chaud? Allez, on adore l'histoire. L'histoire, c'est cool. Parce que sans histoire, on serait pas là. Ouais. Parce qu'il Il n'y y aurait aurait pas de pas de vie. futur. Parce qu'on serait mort. On serait même pas né. Bref, je m'égare. D'ailleurs, de quand date l'arrivée des premiers Homo sapiens en Irlande? Oh, je ne sais pas. Si vous n'avez pas la date exacte, vous pouvez me donner une grande période de l'histoire de l'humanité. Bah après, si on dit Paléosup, dirais on cheat un petit peu parce que. 30 000 ans. Faux, ce n'est pas au Paléosup. Bah, mais moi j'aurais dit fin du Paléosup, genre Magda. Magda, alors Ouais. on dit Magda pour Ben, alors c'est la fin du Paléosup. Vous dites quoi les autres? Je sais pas jusqu'à quand il fait froid là-haut, très froid. En fait, à la base, de souvenirs, il y a 40 000 ans, tu pouvais, si on enrobe un peu le truc, hein, Ouais. c'est que auparavant, à l'ère glaciaire, tu pouvais passer en Angleterre à pied. Mais tu ne devais peut-être pas pouvoir le faire entre l'Angleterre et l'Irlande, c'est possible. Tout à fait. Ce n'était pas possible. Il y a peut-être En réalité, 10 000 ans, oui. ouais, tout ça. En réalité, les premiers Homo sapiens à arriver en Irlande sont arrivés au Mésolithique. Donc, à peu près vers environ 10 000, 8 000 ans. C'est là où on trouve les premiers sites de chasseurs-collecteurs qui seraient venus de l'Est à partir du moment où les glaciers vurmiens vont effectivement fondre. Pourtant, t'imagines, avec toutes les tourbières et tout, ça aurait été une mine d'informations. Ouais, pourtant, ils sont arrivés tard, ces connards. Hein. Dommage. Alors, deuxième question, quel genre de construction humaine apparaît soudainement un peu partout en Irlande à partir du néolithique? Construction sur pilotis. Ouais, les cités palafites. C'est lacustre, ouais, non. Non, c'est pas des cités là-dessus. Tumulus de partout, non? Ouais, exactement. C'est des monuments mégalithiques qui vont popper un petit peu partout en Irlande. Ah oui. Ça va devenir un peu une spécialité. Là-bas, vous avez des cairns, donc des sortes d'allées courtes couvertes qui arrivent en premier au nord de l'île et qui font partie donc des plus anciens monuments. Comme l'a dit Manon, il y a aussi pas mal de tumulus. C'est le plus petit groupe d'objets mégalithiques, mais c'est les plus impressionnants par leur taille et par leur importance. Ils sont principalement aussi au nord et à l'est de l'île. On a aussi pas mal de dolmens qui sont regroupés en deux ensembles. Il y en a pas mal dans le sud-est de l'île et également dans le nord de l'île. Et enfin, ils ont même carrément une spécialité, c'est ce qu'on appelle les dolmens en coin, wedge-shaped gallery grave. C'est des formes irlandaises de dolmens nommées en référence à la chambre mortuaire qui se termine en coin. Un rétrécissement de l'ouest vers l'est, de la largeur et de la hauteur. Voilà, et c'est eux qui sont le plus répandus en Irlande. Alors ce que je vous propose, c'est même carrément de vous faire une info bonus, parce que j'ai trouvé cette information assez dingue. En fait, il y a deux phases de peuplement au néolithique. Souvenez-vous, au mésolithique, il y a des chasseurs-collecteurs qui s'installent, ils commencent à faire leur truc de nomades à la con, là. Puis il y a des agriculteurs venus du sud qui vont débarquer sur l'île et qui vont commencer à se mêler avec les chasseurs-collecteurs. Fun fact, les scientifiques pensent que les chasseurs-collecteurs sont restés un peu trop isolés sur l'île et qu'ils se sont jamais barrés. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à trouver un moyen de se casser parce qu'il y avait visiblement potentiellement des problèmes de ressources, expliquant pourquoi ils se seraient tournés ensuite vers l'agriculture grâce aux agriculteurs venus du sud. Bref, je m'égare. Puis vers moins 2300, il y a d'autres humains venus d'Europe centrale qui vont coloniser l'île. Or, ce sont eux qui génétiquement s'apparentent le plus aux Irlandais actuels. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les premiers agriculteurs qui débarquent en Irlande ne sont pas des Irlandais. En fait, apparemment, d'après les scientifiques, ils avaient des gueules de Méditerranéens. Ah. Et cette information me fait marrer parce que j'ai du mal à imaginer des Méditerranéens, Italiens, Espagnols, Latins en plein milieu de l'île d'Irlande. Ok. Et puis ensuite, pouf, il y a c'est intéressant. les gens d'Europe de l'Est qui débarquent et qui vont les rendre roux, en fait. Et du coup, quels sont les 4 royaumes qui existent en Irlande après l'arrivée des Celtes vers 700 avant Jésus-Christ?
Alors là, putain. Quels sont leurs nombres, peut-être, plutôt? Moi, j'ai dit 4, en fait, non? Oui. Merde. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais attends. Non, c'est 4 dans l'histoire, mais en pratique, il y en a 17, c'est un peu Ouais, il y en compliqué. a, c'est un peu le bordel. mais Ouais, il y c'est en a les quatre Petty gros- Kingdoms, là, il y en ces a quatre petits gros royaumes. Je sais pas, le nord-est, le sud-est. Ouais, c'est ça, en fait, ils sont vraiment répartis Sérieux? par zone géographique. Oh En la fait, vache. l'Ulster au nord, Ah, le Leinster à l'est, qui correspond à Dublin, le Munster au sud, qui correspond à Cork, c'est vrai qu'il y a Et le le Munster là-bas, j'avais zappé. Connacht à l'ouest. Ouais, on est des simples personnes, Et, voilà. et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce ça que nous fait rire. Connacht, ça veut dire descendant de Con en vieux gaélique, et c'est le seul qui se termine comme ça. Les autres, c'est Ulster, ça se finit. Ouais, c'est rare. Donc du coup, plutôt terre, ce serait peut-être même carrément latinisé comme nom. Aussi, autre info bonus, il existe en réalité aussi deux phases de peuplement celtique dans les îles britanniques. Il y a les Britannias qui vont peupler la Bretagne, la Grande-Bretagne, et les Gaëls qui vont peupler l'Irlande. Pour beaucoup de scientifiques, les Irlandais sont formés uniquement par les Gaëls. Cependant, certaines dernières recherches tendent à penser que c'est pas aussi simple que ça, et peut-être que les Britannias seraient aussi arrivés sur l'île. Voilà, donc c'est le bordel, comme d'hab. D'ailleurs, à propos de choses un peu bordéliques, comment est-ce que l'Irlande est devenue chrétienne? C'est Saint-Patrick. C'est Saint-Patrick, Ouais. il a chassé les serpents hors d'Irlande. Chasser tous les serpents. Effectivement. C'est quoi, c'est au 6e ou au 7e? Et bah Manon, tu nous as fait une super chronique sur Saint-Patrick. Te souviens-tu? Peut-être Alors, même avant. Je dirais que c'est 5e, 6e. Ouais. 5e, 6e de mémoire, mais très franchement, c'était il y a longtemps. hein. Saint-Patrick, il meurt en 400 quelque chose, tu vois. Donc je pense que c'est 5e. Ouais, je dirais. C'est plus ou moins aux mêmes périodes où t'as, je sais plus comment il s'appelle, Saint-Augustin, non? C'est en 405 que Patrick est emmené en esclave en Irlande, sous le règne de Ard Ri-Eren. Et donc du coup, ça correspond effectivement au 5e Ok. siècle. Hmm. Voilà. Il les a donc ensuite boutés hors d'Irlande. C'est une belle vengeance. Et je vous invite à aller voir Enfin, on n'arrête pas de le dire dans cet épisode, mais aller voir la comique de Manon sur Saint-Patrick. Yay. Alors, on va commencer à avancer un peu dans le temps. Où et quand a lieu le premier raid viking en Irlande? Le premier? Ouais. En Irlande? Ouais. Wow. Hmm. Bah, je sais D'accord. qu'ils ont raid Dublin, je sais même qu'ils s'y sont installés. Ils sont installés et c'est même eux potentiellement qu'on crée Dublin tel qu'on Ouais. la connaît. C'est ce qui me Ils ont semblait, fait un ouais. royaume d'ailleurs là-bas pendant très très longtemps. Bah d'ailleurs, si je me souviens bien, alors je sais pas si c'est vrai, c'est un truc qui est prétendu, c'est peut-être vrai, mais quand un des premiers trucs que je suis allé voir à Dublin, Ouais. c'était une soi-disant le plus vieux bar slash taverne d'Europe. Alors apparemment, ça aurait été, enfin en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont tous raconté, que c'était un truc qui avait été bâti, un bâtiment qui était là depuis l'ère viking, qui aurait été construit au début du 11e siècle, je crois. Et ben c'est plus vieux. Après Pour le premier raid, oui, je me doute que c'est plus vieux, mais la création de je Dublin, dirais on peut que regarder. je dirais que c'est vers 800, 700, 800. Une grosse fourchette de 100 ans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vers 700, 800. Par contre, où, aucune idée. 9e siècle pour les Vikings et la fondation de Dublin qui s'appelle Dublin du coup. Et j'en reviens à mon raid viking, tu avais raison Manon, c'est en 795. C'est sur l'île de Lambay en mer d'Irlande. Et donc faire un lambé. Bah du coup il vaut mieux pas y aller en 785. Hein. 785 95 pardon, Ah oui, d'accord. désolé. Non, je me suis dit, waouh, c'est avant Lindisfarne, enfin, encore que Lindisfarne, c'est 773. Lindisfarne c'est quoi déjà? C'est le premier raid viking, enfin, c'est ce C'est qui. Ouais, c'est le. Mais C'est pas en 800 et quelques ça? Non, justement, c'est fin du 8e. Normalement, c'est fin 8e. D'accord, ok. C'est. Ah, tu me mets le doute, je sais Ouais, pas. c'est le fin 8e. 793, autant pour moi. Ah donc c'est 2 ans après, C'était bien, après le premier raid viking. C'est considéré comme le début de l'ère viking, mais d'accord, c'est pas le premier. Alors, autant pour moi, 73, j'étais en 20 années. Honte. Bon, c'est pas grave, hein, écoute. Fame. Il y a plus triste que ça. Il y a savoir à quelle date les rois d'Angleterre prennent le titre de roi d'Irlande. Ouais, alors ça, j'en sais rien du tout. Voilà, je le dis. Non, j'avoue, je sais pas non plus. Toi, Raph. Je dirais que c'est bien après le 5e siècle, le Ouais. 6e siècle. Bah, de toute façon, il n'y avait pas d'angle. Vers 1100. 1100. 1100, ouais. Ouais, Ben, t'avais une théorie. Bah, je sais pas, déjà, j'arrive même pas à me souvenir quand est-ce que l'Angleterre a plus ou moins été unifiée. C'est un bait, et en fait, c'est genre il y a 40 ans. Je dirais au moins 10e siècle, parce qu'avant. Eh bien,
c'est en 1541. Ouais, ok. The United. En fait, l'influence des Anglais a été assez pernicieuse au cours des siècles. En gros, les rois irlandais se font la guerre. Ils ont plein de royaumes et ils n'arrêtent pas de se taper dessus. Et pour vulgariser ça un peu à l'extrême, les Anglais vont faire un peu de l'intervention à plusieurs reprises. Ils vont aider tel ou tel roi. Et à un moment donné, t'en as un qui vient les voir et qui leur dit aide-moi à leur péter la gueule une bonne fois pour toutes. Donc ils vont l'aider. Ensemble, ils vont unifier l'Irlande. Sauf que du coup, les Anglais vont pas en rester là. Et ils vont prendre totalement le contrôle de l'île en 1175 avec le traité de Windsor qui oblige le roi irlandais, du coup, de l'Irlande unifiée, à payer un tribut au roi d'Angleterre. Ah oui, 1175, ouais, d'accord, c'est quand même. Ensuite, il va y avoir l'intronisation d'un des fils du roi comme seigneur d'Irlande, mais ça ne suffira pas parce qu'en fait, l'Angleterre n'arrivera jamais à gérer les provinces irlandaises, ne réussissant pas à appliquer leurs lois à leur royaume. Il faudra attendre Henri VIII, du coup, en 1541, pour qu'ils disent carrément, en fait, c'est moi le roi d'Irlande. Et maintenant que je suis protestant, on va aller commencer à leur péter la gueule et à les convertir. Et c'est un peu là que ça va commencer à créer des petits problèmes entre les Anglais et les Irlandais au niveau religion, justement. Ah, c'est très tardif, j'aurais pensé un peu plus tôt. Tardif. Ouais, tout à fait. Il faut croire que les Anglais sont devenus rois de France avant d'être rois d'Irlande, finalement, dans leur titre. Je crois qu'ils sont toujours rois de France, d'ailleurs, dans leur tête. Ou alors ils l'ont retiré, je ne sais plus. Quelle date pour la première rébellion irlandaise contre l'oppresseur ? L'oppresseur. Bah non, on avance dans le temps, donc l'oppresseur britannique. L'oppresseur britannique. La première. Ah. Ouais, non, C'est assez symbolique, d'une certaine manière, puisque ce sera 100 ans après l'annexion définitive de l'Irlande à l'Angleterre. C'est en 1641 que les Irlandais se rebellent contre le régime de Cromwell, qui cherche à leur imposer définitivement le protestantisme. Voilà, donc ça va commencer à péter des gueules. Qu'est-ce qui provoque la grande famine de 1845 ? La patate. Le dorifort de la pomme de terre. Dorifort de la pomme de terre, ouais. Précisément aussi le mildiou, du coup. Et du coup, ça va créer aussi pas mal de problèmes. Et la non-intervention de l'Empire aussi, accessoirement. Ils les ont laissés crever. C'est très gentil. On va continuer dans les choses réjouissantes. Quand a eu lieu la guerre d'indépendance irlandaise ? C'est tout début. Alerte, peu importe la date, je pense qu'elle était soutenue par les Français. Je suis pas la guerre d'indépendance, c'est au tout début du 20e. C'est début 20e, ouais, tout à fait. Alors là, le début, la fin, je me demande si... Parce qu'il y a eu aussi une guerre civile juste après, enfin, c'est un peu le bordel. Ouais, tu connais bien tes classiques, effectivement. Ouais, c'est juste vraiment après la Première Guerre mondiale, en fait. Ah, ok, juste après. De janvier à juillet à 1921. Ouais, 1921. La guerre civile suivra jusqu'en 1923. Voilà. Et après, t'as un joyeux bordel d'histoire contemporaine. Un super documentaire Arte sur la guerre d'indépendance d'Irlande, dont le narrateur est Cillian Murphy, pour ceux que ça intéresse. Oh putain, Cillian Murphy. Il avait joué d'ailleurs dans Le Vent se lève de Ken Loach qui parle. Très bien d'ailleurs, Le Vent se lève. Excellent. Film. Mais voilà, je vous conseille, si vous devez le regarder, regardez la version anglaise sous-titrée, parce que la voix de Cillian Murphy est très appréciable. Voilà. Très bon acteur d'ailleurs, Cillian Murphy. On le salue s'il nous écoute. Ouais, Cillian, si tu nous écoutes, c'est toujours un plaisir. C'est fort appréciable. Dernière question. Qu'est-ce que le Bloody Sunday ? C'est pas un attentat qui a eu lieu. Ou c'est une chanson de YouTube. Pardon, c'est une manifestation qui a dégénéré dans les années 70. Qui a fait des morts. C'est ça, tout à fait. Les Britanniques qui ont balancé des parachutistes contre des manifestants et du coup les paras ils ont fait ce qu'ils savent faire, tirer dans le tas. C'est une tuerie qui est survenue le dimanche 30 janvier 1972 dans le quartier de Bogside à Derry en Irlande du Nord, dans laquelle 28 personnes, des manifestants pacifistes des droits civiques et des passants aussi, ont été pris pour cible par des soldats de l'armée britannique. Et du coup, c'est aussi une chanson de U2, bien évidemment. Ouais. Ils ont fait un film dessus. Ils ont fait un film dessus. Ouais. Okay. Et je l'ai vu il y a très longtemps, vraiment, il y a plus de 10 ans, je m'en souviens. Enfin, je m'en souviens pas, je me souviens que quand je l'ai fini, le film, j'étais très en colère contre les Anglais. Moi, j'ai eu un peu ce sentiment après avoir vu Le Vent se lève. J'ai vraiment eu l'impression de voir des fascistes, mais la plupart du temps, quand je vois des Anglais dans les films, après, je suis en colère contre eux, qu'il y ait une bonne raison ou pas, c'est... Je m'arrête là pour ce qui est de l'histoire contemporaine, enfin de l'histoire tout court et donc de l'histoire contemporaine de l'Irlande, parce qu'après ça continue, bien sûr. Maintenant, on va parler de l'histoire future. Alors, quelle est, à votre avis, les perspectives de développement Non, parce qu'après, du coup, ça continue en fait. Vous avez 4 heures. Problème avec l'IRA, l'Irlande du Nord, etc. Ah oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est un peu complexe. Ça nécessiterait des tas de. beaucoup des bombes et des attentats. Voilà. Ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que ce petit quiz vous aura plu, vous aura diverti. Raph, est-ce que tu as appris des choses, toi qui ne connaissais rien en Irlande,
et qui est séquestré chez moi. En fait, oui, puisque je pense pas avoir eu ne serait-ce que l'ombre d'une bonne réponse pendant les 2 quiz qu'on a fait. C'était pas évident. En vrai. Qu'on va faire. C'est vrai que c'était pas évident. C'est pas évident, non. Parce que comment vous dire ça ? En fait, je l'ai fait un peu rapidement. Et je voulais faire un QCM à la base, mais je me suis dit, bon, allez, ils doivent bien connaître l'Irlande. Et en fait, c'était pas forcément évident. Je voulais pas faire des trucs trop simples, mais parfois j'ai fait des trucs un peu compliqués. Et puis c'est pas un pays dont on apprend grand-chose, je veux dire, à l'école, entre guillemets. C'est ça, ouais. On n'est pas très irlando-centré d'une certaine manière à l'école. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. J'espère que chez vous, vous avez aussi joué, chers auditeurs. Voilà, si vous avez les bonnes réponses, si on a dit des grosses conneries, parce que c'est possible, n'hésitez pas à le faire remarquer dans les commentaires. Oui, ce serait pas au-delà de nous de dire des grosses conneries. Oui, ça arrive à nous, à tout le monde, on est des humains après tout. Est-ce que vous avez envie de rajouter des choses sur l'Irlande que je pourrais caser un peu n'importe où ? C'est vert. L'Irlande, c'est vert ? Il y a des oui, si Il y vous a des voulez, Irlandais. je peux vous dire ce que j'ai mangé à la dernière Saint-Patrick, ce que j'ai fait à manger. C'était trop bon. C'était quoi ? Trouvé ça sur un site touristique d'Irlande, si ma mémoire est bonne, c'est la Ouais. recette. Et c'était une fondue, alors comme notre fondue savoyarde, sauf qu'en Ouais. fait, c'était une fondue cheddar gruyère et au lieu du vin blanc, c'était de la Guinness et c'était une défonçade. Voilà. Donc, Ça a l'air un peu Ah ouais. stylé, ouais, j'avoue. Ouais. Cuisiner la C'est bière, vraiment c'est trop sympa en vrai. Hein. ouais, et donc, ouais, donc dans ton ça s'appelle un kettlon, je crois, un truc comme ça, le truc pour la fondue. Bah, là-dedans, tu balances du cheddar, du gruyère, si vous avez une bonne fromagerie par chez vous, ça défonce, c'est vraiment trop trop bon. Et je sais plus sur quel site j'avais chopé ça, mais c'était un site. Vous tapez fondue cheddar Guinness, vous allez trouver, je pense. Et t'as utilisé du pain ou t'as utilisé autre chose pour. J'ai utilisé du pain, j'avais fait pour l'occasion. Je pensais à des patates, ouais, justement. On adore l'humour. Hein. J'avais fait du pain noir à la Guinness. En fait. D'accord, du pain noir à la Guinness. Ok, d'accord. Ok, super. Merci pour ton idée de pain. Ah ouais, là, j'avoue que ça me tente bien. Là. Ça donne carrément envie d'en faire un. En plus, il est 19h51, donc moi je commence à avoir. Ouais, Allez, je file à la fromagerie, après j'achète 3 kilos de cheddar et de gruyère. Ouais, bien sûr. On vit en ville, bien sûr. Ouais. Oui, c'est et évident. si vous êtes proche des côtes nordiques, normalement, il y a. Enfin, je sais qu'en tout cas en Bretagne, il y a une espèce de petite chaîne d'épicerie qui s'appelle le comptoir de l'Irlande, je crois, ou le comptoir irlandais, un truc comme ça. Et souvent, ils ont des produits importés. Genre, la dernière fois que j'étais en Bretagne, j'avais bouffé du bacon frais, fumé irlandais. C'était trop bon. Non, mais c'est à faire, effectivement, c'est à faire. Bon, bah écoutez, j'ai bien peur que ce soit l'heure des adieux. C'est le moment de nous quitter pendant cette Saint-Patrick, d'arrêter de parler. Il est temps de prendre autre chose, d'aller boire. Prendre un verre, boire et reboire. Donc je vous invite à le faire. Cheers. Je voudrais remercier un peu tout le monde, à commencer par les 2 personnes que j'ai en face de moi. Merci Ben, merci Raph. Un plaisir comme toujours. Et ça fait plaisir que vous soyez venus. Dès que j'ai fini l'épisode, je vous libère. Je libère les menottes. Ça va un peu mieux. Ouais. Et merci à toi aussi, Manon, pour ta participation du coup à cet épisode. C'était super chouette de t'avoir. Toujours un plaisir. Je voulais aussi remercier Nicolas et Michael qui sont là. Merci à vous les gars, ça me fait vraiment super plaisir de vous avoir. Mika, toi aussi, tu connaissais pas grand chose finalement à l'Irlande comme Raphaël. Merci beaucoup, c'était super. Et merci pour les petites découvertes et pour le quiz. Et ensemble, vous avez pu finalement apprendre des choses, participer un petit peu. Et ça, c'est vraiment. Je tiens à préciser que quand il va me libérer la main de la menotte, je vais faire le geste du mec ankylosé qu'on voit dans tous les films en me faisant un petit massage du poignet et en me dégourdissant les doigts. Voilà, vous n'avez pas l'image, mais vous pouvez imaginer. Je serai avec vous. C'est logique. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs. On espère que vous allez bien chez vous et on vous invite à manger une fondue à la Guinness. Allez, ciao tout le monde. Plainte. Allez, je me prends un petit dictionnaire de gaélique pour l'introduction. Mais c'est horrible la prononciation. Ça va être l'enfer. Bonjour, c'est Diadic et bienvenue, c'est Folcha. Et au revoir, c'est Sloan Ageut. Ah, c'est quel enfer. Il y a toute une page Wikipédia sur comment ça se prononce. Enfin, j'ai rien compris tellement c'est compliqué. Kenavo, les connards. Yes. Kenavo. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Et toi, pardon. Hier. Depuis hier, ça va. C'est hier. Alright. Donc, du coup, le quiz, on l'abandonne. C'est quand? C'est à partir de quand que t'es pas dispo? De mercredi. Je te rappelle, la Saint-Patrick, c'est le 14 mars. Demain, c'est le 17. Demain, moi, je suis Non, disponible. c'est le 17. Ouais, c'est le 17, Ça Saint-Patrick. s'appelle le 14 mars, normalement. Je peux être les bleus. Ah non, C'est pas le 18? J'en sais Personne rien. ne sait quand c'est en fait. C'est quand? Je
pour sortir faire C'est le aller 17 mars, jeudi 17 mars. boire. Je vais aller boire un coup. C'est fou ça. Que je prévois du verre, j'en ai jamais. Bah, merci beaucoup, c'était super. Et merci pour les petites découvertes et pour le quiz. Je vous fais des gros bisous et ciao, ciao, merci. Oh, tu fais ce que tu veux, ça tu le gardes. Ouais, je pense que ce sera un bonus. Bon bah écoute, je sais pas trop comment faire pour t'introduire. Attends, on va faire un truc aléatoire. T'es prêt? Ça va faire très bizarre, mais on va faire. Attends, mais sinon, Ou sinon tu commences cash et puis moi je vois. je m'étais fait moi-même une intro en mode. Ah ok. L'année dernière, j'ai fait une chronique sur la Saint-Patrick, Et vas-y, introduis-moi là-dessus et j'enchaîne après. Ouais. Et bah ok, bah vas-y, c'est parti. Et Manon du coup qui est avec nous va encore nous parler d'Irlande. À toi Manon. Je changerai probablement ça parce que c'était vraiment nul à chier. Ouais, c'était Ah bah tiens, bon voilà. en forme aujourd'hui. Salut Raph. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un jeu d'acteur assez incroyable. C'est de faire, comme d'habitude, je vais faire un début d'épisode et vous allez faire semblant d'être dans un début d'épisode. Yes, allez, on est chaud. Voilà. Et je récupérerai ce que je peux récupérer. Bonjour à tous, vous écoutez un nouveau de tout et de rien, cette fois-ci spécial Irlande. Du coup, on a avec nous aussi Manon. Manon, t'es là avec nous. Tu vas nous faire une petite chronique sur le dieu Loug, je crois, dans pas longtemps, je pense. Tout à fait, toujours là pour parler d'Irlande. Eh oui, c'est très étrange, hein, n'est-ce pas, de faire les choses dans le désordre. Du coup, gardez en tête cette histoire d'épisode spécial Voyage dans le temps. Ce sera pas plus tard Et au donc tout le monde veut montage. faire l'épisode Voyage dans le génial. temps, mais personne ne faire mon épisode sur les prononciations de merde. Trop bien. Non, si, j'ai dit ok pour la prononciation de merde. Ah. Parce qu'il faudrait que je trouve des jeux pour des prononciations. C'est quoi? C'est genre on trouve les noms de bled qui sont les plus Ouais. contre-intuitifs à prononcer. Des trucs comme ça, quoi. C'est une Alors. très bonne idée, je n'aurais jamais C'est même une très bonne idée, oui. Une chronique où tu commences par remercier tes chroniqueurs Tu fais et une de leur chronique souhaiter une bonne fin de journée, puis ensuite t'enchaînes sur une chronique, tu sais. Une chronique sur l'origine Enfin, du bon, c'est remerciement. cette chronique qu'on est en train de faire.